Souhaiter la bienvenue à bord du Flot d'Histoire, les amis, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je disais qu'on est en compagnie de Audrey Fortassin, que je vais représenter une deuxième fois, du coup. Donc, voilà, je suis désolé, Audrey, du coup. Mais voilà, C'est pas grave. voilà, c'est moi qui suis fatigué. Donc, je disais bienvenue à Audrey, qui a commencé sa carrière dans le domaine commercial. Donc, on dit qu'on fait tous des erreurs, hein, l'économie, c'est bien. Mais l'écologie, c'est mieux. Du coup, très vite engagée dans le réseau des anciens, elle se lance dans une première expérience pro, dans un grand voyage, comme moi, qui verra naître sa conscience écologique et engagement militant. Et je dis que j'en ai même parlé dans mon, dans mon blog. Oui, ça fait 10 minutes que je parle, ouais, 10 minutes que tu recharges ta page en croyant que c'est bugué. Oui, voilà, voilà. Non, non, c'est juste moi qui suis malade et qui ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton, mais ça a freeze au moment où j'ai dû cliquer sur allumer le micro. Oh, c'est pas allumé. Voilà, voilà. Donc, elle a parcouru différentes structures, associations, collectifs sur plusieurs thématiques: sociale, exclusion, éducation populaire, écologie, lutte contre le gaspillage alimentaire, la représentation en politique, la lutte contre l'abstention. Aujourd'hui, après 3 ans chez Tous Élus, on connaît très bien parce que c'est l'épisode 2 du podcast, où on a parlé notamment de comment créer une société plus démocratique. Nous avons posé les premières pierres de ce qui germe aujourd'hui pour faire avancer la représentation et la participation citoyenne. Je navigue avec une nouvelle casquette, comme nous, co-présidente de Démocratie Ouverte, qui vise à faire évoluer les institutions et les organisations pour y associer plus de citoyens. Je suis plus depuis un mois, tu peux tout répéter depuis un mois. Euh, oui, alors déjà tu l'accordes Audrey Fortassin pour découvrir Audrey du coup et Démocratie Ouverte. Déjà, ça c'est une bonne chose. Et je disais, bon, je vais répéter juste qu'aujourd'hui, on a Audrey Fortassin, qui est notre invité du jour. La semaine prochaine, on sera avec la zone aéro pour parler qui est ingénieur, ancien officier de l'armée de l'air et ingénieur du coup, et instructeur de vol, pour parler de l'histoire de l'armée de l'air. Et le 20 décembre à 19h, on sera du coup avec David Chantran, historien, journaliste, directeur du journal Le Napoléon, conservateur du musée de Brienne, pour parler de l'histoire de Napoléon, notamment sa représentation dans la fiction, notamment à travers le film de Ridley Scott. Voilà, qui sont les 3 derniers invités de l'année. Je crois que j'ai résumé tout ce que tu avais dit tout à l'heure, rapidement. Voilà, donc je sais pas si Audrey, tu voulais compléter ta biographie, en parler un peu plus. Non, bah, c'était bien complet, ma biographie que j'ai écrite. Merci, je l'ai entendue 2 fois en plus. Bonjour tout le monde. Bah, voilà, en gros, effectivement, moi, j'ai eu un peu un si je dois, compléter ou aller, dans le sens de ce que tu as dit, j'ai en fait un parcours qui a été un peu hybride quoi, entre, le professionnel qui a toujours été, jusqu'à Tous Élus en fait, côté, privé, entreprise et puis plutôt, au début, gagne-pain, puis, j'ai un peu cherché quand même à ensuite rejoindre des organisations qui avaient du sens, mais ça restait quand même, le métier de commercial, et puis dans les voilà, dans les organisations, qui n'étaient pas forcément avec un impact, mirobolant, quoi. Et en parallèle de ça, toujours avoir comme un je disais tout le temps, un deuxième boulot, en fait, qui me prenait 15 heures, 20 heures par semaine, quoi, d'engagement bénévole. Donc j'ai à cœur depuis en gros presque 15 ans quoi de faire du bénévolat et je pense que ça fait vraiment une dizaine d'années que j'ai vraiment une énorme activité bénévole à côté de mon boulot et c'est un peu mon équilibre en fait. J'aime bien naviguer comme ça et pour la première fois et c'était un peu bizarre pour moi en fait avec tous ces lieux, j'ai un peu rassemblé les 2 au même endroit quoi. J'étais payée quoi pour défendre en gros, les intérêts, qui me sont chers, l'intérêt général pour moi. Donc, mais c'est pas facile, j'ai envie de dire. C'est même en fait assez pesant de tout mélanger. Mais je pense qu'il doit y avoir, probablement peut-être des militants ou des militantes, enfin je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a des militants et des militantes dans ton groupe, d'écoute? Mais c'est quelque chose d'assez fort en fait quand on est engagé ou quand son travail nous permet de travailler sur un secteur engagé. Il y en a qui vont dire: «Bah, tu as de la chance en fait, tu as du sens dans ton travail au quotidien». Sauf qu'en fait, quand je rentre chez moi, ma tête, elle est pleine de trucs quoi. Et puis, quand je ferme les yeux le soir, je sais qu'il y a des problèmes, dans voilà, dans le système, démocratique. Je sais qu'il y a des gens, qui ont, pas accès à leurs droits. Je sais que, madame Borne va encore nous faire un 49.3. Donc tout ça, c'est mon quotidien, c'est mon travail en fait, c'est mon action, c'est mon activité, c'est mon feu intérieur. Donc autant ça m'anime, autant ça me fatigue quoi. Voilà un peu pour l'intro. Ouais, pour le chat, je sais qu'on a certains militants. Déjà, j'ai un modérateur qui est très très militant. Trop bien. Alors, Stéphane, s'il passe, il se reconnaîtra très fortement. Qui est très engagé. Donc, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont chat. Mais en tout cas, peut-être pour commencer, on parle de démocratie.
toi, quelle est l'origine de la démocratie moderne? Parce qu'on parle souvent, moi j'ai parlé beaucoup de la démocratie à l'origine, la Grèce antique, mais la démocratie moderne, c'est quand même extrêmement différent. Ça vient cette volonté de créer. Moi, je trouve que c'est pas si différent que ça, mais c'est pas pour être pas d'accord avec toi, hein. Un peu, hein? En fait, on est non, non, je suis d'accord que c'est différent et en même temps, c'est un peu similaire parce que au final, la démocratie que tu décris de la Grèce antique, c'était en quelque sorte une démocratie représentative puisque, tout le monde n'avait pas, le droit de vote, tout le monde n'était pas, avec les mêmes droits, hein. Les femmes, les esclaves, hein, ils comptaient pas comme les autres. Même si on dit que c'était un modèle un peu, qu'on envie, enfin je sais pas ce que tu en as dit, sur tes autres émissions, mais aujourd'hui, on est encore dans un modèle représentatif. Hem, depuis en fait, enfin voilà la constitution qui définit les différents organes de prise de décision et de délibération, on va dire. Hem, on élit des personnes pour prendre des décisions à notre place, en fait. On choisit des personnes, par le vote à des moments, donnés dans la vie, plusieurs fois et en même temps, à côté de ça, derrière ça, en fait, la démocratie, elle vit quand, en fait? Elle vit comment? Et ça, c'est vraiment la question, moi, qui m'intéresse et qui nous intéresse, je pense, avec Démocratie ouverte et puis avec d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est un espèce de mot, énorme derrière lequel on peut mettre plein de choses, mais c'est devenu un mot presque creux. On parle de crise de la démocratie, on parle et ça, tout ça, c'est un peu dangereux parce que dire qu'il y a une crise de la démocratie, c'est partir du principe qu'en fait la démocratie, c'est pas le bon modèle et ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres. On peut commencer à dire: «Bon, bah, du coup, il faut un autre modèle autocratique ou il faut un modèle, militaire ou alors, les dictatures vertes pour faire évoluer, voilà les, tu vois, les mesures pro-environnement et en fait, moi, ce que je dis, c'est que la démocratie, ça veut un peu rien dire si on décrit pas un peu ce qu'on veut mettre dedans et aujourd'hui, on est dans un modèle représentatif. Donc il y a plein de formes de la démocratie qui peuvent exister. Le modèle représentatif en est une, c'est celui qu'on a choisi et c'est celui qui est aujourd'hui décrit dans la Constitution et avec les institutions qui vont avec, à savoir, le Parlement, donc Sénat, Assemblée nationale, un président qu'on élit, avec, un président qui choisit ensuite son gouvernement et cetera et cetera. Donc moi ce que je dis et ce qu'on défend, c'est qu'il peut y avoir d'autres formes de démocratie, des démocraties plus ouvertes, plus participatives, plus collaboratives, plus transparentes, où on associe plus les citoyens et ça ne veut pas dire qu'on met par terre complètement, le système actuel, hein, ça veut dire qu'on le fait évoluer, qu'on l'analyse, et surtout qu'on associe en fait les personnes, concernées, à ces décisions-là. Voilà. Donc, enfin, la démocratie moderne ou en tout cas, comme elle existe aujourd'hui, je ne sais pas si je dirais que c'est la démocratie moderne. J'ai envie de dire, c'est quoi la démocratie utopique, quoi? Enfin, qu'on a envie de voir se construire. Moi, clairement, c'est une démocratie ouverte. C'est une démocratie, où, on est associés et c'est pas, pour, changer la couleur, des poteaux dans ma rue, qu'on me demande mon avis. C'est, quand on va, faire des travaux d'ampleur, dans toutes les écoles d'un quartier, qu'on vient associer les parents, pour leur demander: «Bah, en fait, à quoi ça ressemble votre école idéale, quoi?» Bah, c'est ça, en fait. C'est ça la démocratie du quotidien et effectivement, après, on est d'accord, on va pas participer à l'élaboration de toutes les lois parce qu'en fait, on n'a pas le temps et donc quelque part, le modèle représentatif, il est intéressant à certains endroits pour certaines décisions, voilà. Je sais pas, je veux pas faire un monologue, je préfère que s'il y a des réactions ou que tu as envie de poser Non, des mais questions, que tu c'est puisses c'est le faire. c'est intéressant et j'avais une question, mais je pense pas poser peut-être celle en rapport avec ce que tu viens de dire. Tu parles de démocratie ouverte, tu es chez Démocratie ouverte. Qu'est-ce que tu entends concrètement par une démocratie? Pour ceux qui nous écoutent, comment on définit une démocratie ouverte? Alors là, si vous n'avez pas vu ce schéma qui a traversé jusqu'à l'océan Atlantique, je vais, vous le partager tout de suite pour que tu puisses le partager. Ouais, Il y a un schéma, figurez-vous, qui a été, dessiné, à main levée par les fondateurs de Démocratie ouverte il y a en gros 12 ans, sur un petit papier et qui est devenu en fait un peu le schéma fondateur de la démocratie ouverte. Je te le partage tout de suite pour que tu puisses, peut-être le partager. Ce sera une image vaut ouais, 1000 mots, comme on dit. C'est un schéma qui, on l'a découvert, est utilisé jusque,
en Amérique latine, quoi. On a des gens, des correspondants au Chili, et en Amérique latine qui, nous ont ressorti ce schéma à l'occasion d'une discussion complètement random avec des gens. Et donc, en fait, ce que ça dit, c'est que ça dit une démocratie ouverte, ça se fonde ou ça s'appuie sur 3 jambes, 3 piliers. La transparence, comme je l'ai dit, la participation et la collaboration. Donc, c'est plus de transparence, donc avec, je sais pas, par exemple, le fait d'ouvrir les données publiques, de s'assurer qu'il y a aussi un peu une redevabilité, une transparence et une information. En fait, la transparence, c'est de s'assurer que, par exemple, les personnes sont au courant aussi des dates des élections, savent comment faire pour s'inscrire, savent faire, comment faire pour présenter un mandat politique, par exemple. Ouvrir les données publiques, c'est donner accès à, je sais pas, bien sûr pas des données personnelles, mais des données qui permettent de créer des services, voilà, de services publics ou autres. Et puis, participation, c'est associer en fait tu vois, les personnes, les citoyens aux décisions, à la co-construction aussi de politiques, etc. Et puis les premiers concernés aussi, quoi, les impliquer. Et la collaboration, c'est une posture, quoi. C'est de dire, en fait, on considère qu'il faut, dans la société, mettre en place des modes de gouvernance plus partagés, plus responsabilisants aussi pour les différentes personnes, et de sortir un peu de ce mode élitiste de il y a ceux qui savent, il y a les experts, et puis il y a les autres, quoi. Voilà. Et non, en fait, les gens qui sont élus ne savent pas mieux que nous. Non, ils n'ont pas forcément plus de formation, voire franchement, ils en manquent. Et c'est vraiment, vraiment un appel de beaucoup d'élus. Et puis non, en fait, quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, c'est pas parce qu'il a fait plus d'études que toi, c'est pas parce que il a fait une plus grande école que toi. La plupart du temps, hein, c'est des personnes qui ont choisi un parcours politique et donc ça les y a menés, ou alors c'est des personnes qui sont là parce que ils connaissent entre guillemets les bons cercles où se placer, et c'est beaucoup de parachutage aussi, surtout sur des élections nationales comme ça. Donc voilà, moi je crois profondément dans la valeur et dans l'éthique de l'association des citoyens à ces choses-là, mais encore une fois, ça doit être basé sur le volontariat, ça doit s'associer avec de la formation, de l'accompagnement, et des espaces en fait pour ça. C'est-à-dire, on peut pas dire aux gens, oui, en fait, vous travaillez 80 heures par semaine et puis aussi après vous avez un engagement citoyen à côté. On est d'accord qu'il faut adapter le temps de travail pour pouvoir permettre cela, quoi. Voire rémunérer. Je dis ça comme ça. Indemniser le temps militant, pourquoi pas même y associer, là je commence à rentrer dans des mesures, hein, mais y associer une sorte de cotisation, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce que toutes les heures, tous ces temps militants passés à travailler, à s'engager pour l'intérêt général, je parle pour moi, mais je parle pour toutes les personnes qui le font, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce que tout ça, c'est pas valorisé dans notre société? Et j'aurais tendance à dire en France, parce qu'il y a plein de pays en fait qui le valorisent vachement, quoi. Donc voilà, il y a du boulot sur ça. Donc une démocratie ouverte, ce serait ça: transparence, participation, collaboration. J'ai un peu développé, mais je vous invite vraiment à regarder le schéma. Il est hyper parlant et c'est vraiment, je trouve, un outil vraiment cool, quoi, pour comprendre ce que ça veut dire la démocratie et comment l'améliorer. En fait, c'est des petites choses simples, quoi. Simples, mais en même temps assez impactantes. Ouais, de toute façon, pendant que tu en parlais, je montrais à l'écran les gens qui, pendant que tu discutais, j'ai Trop bien, montré le schéma avec toi et je l'ai partagé aussi dans le chat. génial. Euh, Merci Sylvia. Merci Sylvia. Est-ce que tu peux du coup, vu que tu es là, s'il te plaît, m'épingler le message ici. Ouais, je suis un peu fatigué. Voilà. Est-ce que tu peux m'épingler ça, s'il te plaît, dans le chat? Le lien du coup vers Démocratie ouverte, le lien vers Audrey Fortassin, du coup, notre invité du jour. Merci à toi d'avance de m'épingler ça. Bon, ça, comme dit, quand on épingle, en fait, on le voit directement quand on arrive sur le chat, les gens verront directement le lien. Donc je rappelle, ça, c'était le schéma, du coup, tu disais que c'était Démocratie ouverte qui a fait ce schéma. Ouais, Et il y avait un élément que tu as dit c'est les premiers. Oui. qui était intéressant, c'est que tu parlais d'indemnisation. On rappelle aussi que la plupart des gens qui travaillent en politique, à part les gros partis, des gros candidats qu'on voit, qui représentent peut-être aller 1 ou 2% des politiques, gagnent bien leur vie, mais la plupart font ça sur leur temps libre. Et ont des petites indemnisations. Exactement. Ouais, voire aucune en fait. Les personnes qui sont sur les listes dans les mairies et dans les toutes petites villes ou dans les villages, je rappelle, il y a un peu plus de 35 000 communes en France. C'est pas 35 000 communes qui ont une liste de 15 personnes payées pour vivre et faire de la politique, quoi. La plupart des gens, effectivement, qui font en fait de la politique en France, donc qui font de la politique locale plutôt que nationale, c'est la majorité, hein, des élus en France.
ils ne sont pas payés pour ça, c'est pas leur métier en fait, hein, de faire ça. À part le maire et parfois le premier adjoint, dans des villes d'une certaine taille qui nécessitent en fait que tu arrêtes en fait de travailler, à côté pour pouvoir gérer ça, tu peux pas en vivre en fait. Donc, mais encore une fois, j'ai envie de dire, moi je suis toujours un peu avec cette pensée de, est-ce que vraiment on doit pouvoir vivre de ça? De faire de la politique? Moi je suis plutôt partisane, des assemblées tournantes, du fait de faire des mandats ou d'être impliqué politiquement toute sa vie dans plein de choses et pas forcément de manière suivie, etc. Que tout le monde puisse, à un moment donné, prendre cette responsabilité et se mettre à la place un peu des autres parce que ça te permet de développer de l'empathie, ça te permet de développer des compétences de prise de décision, de prise de parole en public, de capacité de synthèse. Ça te sensibilise à tout un tas de sujets aussi. Enfin voilà, donc ça n'a pas, je pense, à être un métier. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un énorme gap pour atteindre la représentation et pour avoir de la diversité, on va dire, en politique. C'est qu'il y a quand même plein de gens qui, au-delà du frein de légitimité qui est le numéro un en général à passer, c'est-à-dire je me sens pas capable de, je suis pas la meilleure personne pour, le syndrome de l'imposteur, tout ce que tu veux. Il y a quand même le truc numéro 2, c'est l'argent. En fait, je fais comment si je veux faire campagne? C'est tout mon temps, en fait, pour faire une campagne politique. Donc, je vais pas lâcher mon boulot parce que si je me fais pas élire, je fais comment derrière? Enfin, j'ai des enfants, voilà. Et c'est souvent les femmes les plus marginalisées, les personnes de classe populaire qui ont fait le moins d'études, etc., qui, en fait, finalement, ont moins ce choix-là. C'est ça que je veux dire aussi, c'est il faut qu'il y ait maintenant des moyens qui soient donnés aussi pour rétablir quelque part, en fait, un équilibre, en fait, entre les personnes qui font aujourd'hui de la politique de manière un petit peu trop institutionnalisée, quoi. Voilà. Et j'ai envie Mais de... tu as raison de le préciser. Merci, merci de préciser que tout le monde ne vit pas de la politique, en fait. Ouais, et il y avait une question aussi. Bah, il y a des questions qui sont posées pour toi. Mais avant Ouais. de la prendre la question, je vous invite vraiment à poser vos questions parce que je les poserai. Il y en a une par rapport à ce que tu as dit. Tu parlais, tu voulais me contredire, mais on est d'accord sans être pas d'accord sur le fait qu'il y ait Mmh. l'inspiration de la démocratie grecque, qui est vraiment des choses assez similaires. Pas notamment l'indemnisation. En Grèce antique, ce qu'ils avaient fait justement, ils avaient une faible participation parce que les gens justement allaient, ils travaillaient dans la... Par exemple, il y avait l'Astou, l'Asti qui était la cité, on avait la Paralia qui était du coup la côte, et on avait la Mésogia qui était du coup la campagne. Et les gens pour aller du coup à l'Ecclésia devaient en fait quitter en fait leur terre, leur oikos, pour aller sur ces endroits-là, pour participer à la vie politique. Et forcément, quand ils y allaient, ils partaient une journée de travail. C'est pour ça qu'ils ont Et instauré ouais. le mistos. C'était du coup une indemnisation de la journée pour les gens qui participent à la vie politique. Et tu parlais de ça, peut-être que c'est aussi un frein aujourd'hui, je pense, en démocratie moderne, que les gens, ils disent que c'est du temps gratuit. Alors même si ça participe à l'intelligence collective, à la communauté, mais il n'y a pas cette reconnaissance en fait. Et forcément aujourd'hui, dans une situation, on va dire, économique qui est assez compliquée, demander aux gens de s'impliquer gratuitement de façon répétée, c'est peut-être un problème. Je te pose la question là-dessus, justement, sur cette indemnisation. Complètement. Mais bien sûr, en fait, ça crée un biais énorme. Mais c'est exactement ça, c'est le biais de représentation politique. C'est-à-dire, du coup, on se retrouve avec des personnes qui ont les moyens de, le temps mental, le confort pour, en fait, s'investir, se poser les questions, aller, passer, du temps, à l'assemblée, dans les assemblées de quartier, dans les, au enfin ouais, c'est exactement ça le problème, en fait. En tout cas, enfin, moi, je le prends par ce prisme-là de la représentation et de la diversité parce que c'est un des problèmes pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui prennent des décisions ne nous représentent plus, sont déconnectées aussi un peu de la base et du terrain et donc pour certains et certaines, évidemment, je ne fais pas de généralité, d'accord? Il y a plein de gens qui sont en politique et qui ont plein de valeurs et qui font leur travail avec, tout le cœur que voilà, qu'ils peuvent y mettre et qui font, plein de choses géniales. Heureusement qu'on a de l'oxygène de cette manière-là. Mais en effet, c'est un vrai sujet de dire que c'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve en politique et dans les espaces de concertation, de consultation, de, délibération parce que c'est ces personnes-là qui ont l'espace, le temps et les moyens de le faire tout simplement. Mais un exemple très concret, c'est les budgets participatifs parce que si on regarde l'histoire, puisqu'on est quand même dans une chaîne de l'histoire, du budget participatif, en fait, c'est né dans les années 90 en Amérique latine, au Brésil. Hem et en fait, c'est né pour rétablir un équilibre entre les classes populaires qui, en fait, ne se déplaçaient pas aux urnes et qui, du coup, n'étaient pas vraiment représentées par, les personnes qui, ou les politiques publiques, en fait, en gros, hein, choisies. Parce qu'on a beau dire, en fait, il y a toujours un peu une logique, clientéliste, hein, ça, on n'y peut un peu rien, c'est presque, un truc naturel, même s'il faut le combattre, on est bien d'accord et donc
ils ont dit: «Bah, en fait, pour une équité, enfin, pour, ouais, pour établir un peu aussi, l'égalité de traitement, on va, dédier un pourcentage du budget aux quartiers populaires et c'est les quartiers populaires qui vont choisir ce qu'ils en font». C'est ça, le budget participatif dans les années 90 au Brésil et donc comment est-ce qu'il a été exporté, en fait, en France et dans le monde? Déjà, regarde comment, ça a été un peu dévoyé. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu penses et je veux pas, cracher sur le budget participatif et la manière dont c'est mis en place dans les villes, mais c'est aussi un manque de connaissances et de rappel, en fait, de l'histoire, quoi. De se dire: «En fait, on met un budget participatif en place à Paris, et c'est les bobos pour dire les trucs très, vite. Je suis une bobo moi aussi, hein, je critique pas et au contraire, c'est super de mettre en place ce truc-là, mais n'empêche que c'est pas un budget pour les quartiers populaires ou pour rétablir, une espèce d'égalité, de prise de décision et d'allocation du budget. Parce que en fait, on a beau dire, c'est tout le temps les pauvres, qui, bénéficient de toutes les aides sociales. Non, en fait, toutes les aides, toute la culture, tout l'accès et cetera, tout ça, même si c'est fait pour tout le monde, on est d'accord qu'il y a qu'une tranche de la population qui, en fait, en bénéficie et ça, c'est pas moi qui l'invente, en fait, hein. C'est les sociologues et les chercheurs qui travaillent sur les inégalités sociales qui le disent. C'est pas parce qu'il y a, en fait, plein de choses qui sont à disposition gratuitement ou avec, bas prix et cetera dans une ville, qu'en fait, c'est les classes populaires qui en bénéficient. Pour plein de raisons. Parce que, il y a des blocages en fait, psychologiques à aller, dans un musée quand, en fait, on n'y a jamais été de sa vie et que, ou il y a des blocages à aller dans, des magasins bio, parce qu'en fait, on sait que ça va être trop cher et qu'on peut pas acheter et cetera. Enfin, il y a plein de choses comme ça et je suis pas spécialiste de ces sujets-là, mais quand même pour avoir travaillé un peu avec des publics, on va dire, en difficulté, notamment sur le sujet du gaspillage alimentaire versus, de l'aide alimentaire. Hem, je le vois en fait qu'il y avait ces blocages. Donc c'est un peu une fausse bonne idée, même si ça reste une bonne idée de mettre en place des budgets participatifs dans des grandes villes comme ça, de cette manière-là. Pour moi, c'est un vrai sujet quand en fait les budgets participatifs bénéficient encore une fois aux quartiers riches. Voilà et à Marseille, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la première fois qu'ils mettent en place les budgets participatifs et donc j'ai envie de dire bravo, parce qu'ils les mettent en place dans les quartiers populaires, 15e, 16e, 14e, arrondissement de Marseille. C'est les quartiers où il y a toutes les cités quoi, dans le nord et donc ça, pour moi, ben, ouais, c'est le bon move. C'est d'avoir compris un peu l'esprit du truc, quoi. Donc voilà, ça, c'est un moyen quelque part de c'est une forme de démocratie participative, quelque part. Voilà, des consultatives, participatives. Les citoyens peuvent partager des projets, être associés, au choix, du budget et donc participent quelque part aux prises de décision de politique publique, même si c'est dans une moindre mesure. Voilà, on a dérivé sur le budget. Bon, désolée, je sais pas si ça part dans tous les sens cette émission, c'est n'importe quoi. T'inquiète pas, les gens sont habitués avec moi, nous, ils sont habitués à on fait des lives à tiroir, hein. C'est voilà, Voilà. on digresse beaucoup. Ils ont même une commande pour me dire d'arrêter de digresser sur le chat. Ah d'accord. Bon, moi je Donc la vois pas, mais il faut que tu me fasses signe donc alors si on voilà, donc digresse trop. s'il l'active, on recadrera. Mais voilà, moi, D'accord. on est sur Twitch. Le but, c'est de répondre aussi aux questions des viewers, de discuter, d'échanger. Donc on part sur moi, j'ai un sujet, des fois on part sur quelque chose de différent, mais c'est pas grave. Par contre, il y avait une question qui était posée tout à l'heure, je trouvais intéressante. Alors, je sais pas si tu as la réponse, par contre. Tu parlais des exemples, du coup, en Amérique du Sud, de démocratie, de choses. Est-ce que, du coup, selon toi, en fait, surtout, quelle est la période en France où une démocratie était la plus propre? C'est une, question, intéressante. La plus propre. Qu'est-ce que ça veut dire la plus propre? Mmh. Moi, la digression est la règle, on me dit. Oui, c'est ça. La plus propre. Je pense que, connaissant Cybèle, elle voulait faire la démocratie qui était la plus corrompue, la moins corrompue. Ah, la moins Je pense corrompue? que plus propre, c'est pas me dire si je me trompe, Ben, Cybèle, mais j'aurais dit la moins corrompue, la plus peut-être la plus directe, la plus représentative, la plus ouverte, comme tu tout à l'heure. ouais, ben, franchement, je sais pas parce que, à l'époque, des premières assemblées, enfin, tu vois, hem, en fait, c'était l'aristocratie, et la haute bourgeoisie qui prenaient des décisions et qui, même si ils avaient quand même à cœur l'intérêt général, sous-entendu, si c'est le gros bordel, dans le pays, ça va pas le faire, donc en fait, on peut pas laisser les gens mourir de faim et s'entretuer. Parenthèse ouverte, chose que, j'ai l'impression, les dirigeants d'aujourd'hui, n'ont vraiment plus à cœur
de défendre. J'ai l'impression que Alors, ça les gêne moins aujourd'hui qu'il y a 200 ans, quoi, on a une manifestement. précision si tu veux, c'est la plus Ah, je veux organisée bien. qui ressemble le plus à une vraie démocratie. Mmh. Ben, en fait, encore une fois, heu, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est en fait démocratie, pour moi sans la caractériser, ça veut un peu rien dire. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un concept absolu, du coup. C'est, le pouvoir du peuple, par le peuple. Donc est-ce que ça veut dire la démocratie directe? Donc chacun exprime, tu vois, directement sa voix, pour, toutes les décisions qu'il y a à prendre, qui le concernent et cetera? Ou est-ce que ça veut dire, en fait, la démocratie, c'est plus, la cohabitation, du peuple, et de ses idées? Donc c'est plutôt une représentation, des idées, Ouais. de tout le monde, tu vois, dans un espace. Justement, on a la Je on sais a la ouais. précision là-dessus, c'est, où les élus avaient vraiment à cœur de guider la France et les Français, pas de pouvoir personnel. Vraiment le pouvoir pour, les citoyens. Franchement, il faut écouter, comment, c'est attends, Henri, Guillemin? Comment, Guillemin? Ah si, attends, est-ce que c'est Henri? Excusez-moi. Ah, Oui, Henri Guillemin. Je ne sais pas si vous le connaissez? ouais, si, je connais, Hem, ouais. qui racontait l'histoire, et qui raconte notamment, la période des empires et cetera, enfin, sur des enregistrements complètement pourraves, mais génialissimes, où il parle pendant des heures et des heures et des heures, il raconte plein d'anecdotes. Alors, on est d'accord, c'est son point de vue, parfois c'est un peu biaisé, parfois il prend un peu parti, mais il raconte, en fait, déjà comment ça se tirait dans les pattes à l'époque, en fait. Donc je ne pense pas, et moi c'est aussi tout le truc là, c'est que moi je me pose des questions en ce moment sur, justement, en fait, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer, devenir une fabrique, en fait, de politiciens, de personnes qui font de la politique, de citoyens engagés, avec des mandats ou pas, qui en fait ont à cœur l'intérêt général, qui sont formés, pour ça, qui ont des convictions, qui sont suivis par des groupes, qui, tu vois, qui sont ancrés dans le présent. C'est pas vrai, en fait, il y a toujours eu de la corruption, et il y a toujours eu à côté de ça aussi des gens qui avaient à cœur, l'intérêt général et le public. Donc je pense pas qu'il faille rechercher, en tout cas c'est mon sentiment, c'est ma réponse. Je pense pas qu'il faille rechercher un âge d'or, comme si on avait un âge d'or qui avait disparu, en fait, de la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est vivant. Ça bouge, c'est comme sur, tu vois, c'est les flots, quoi. C'est vivant comme l'eau, c'est vivant comme la mer, c'est vivant comme l'air, c'est vivant par chacun de nous, et donc ce qu'il faut plutôt se dire, c'est pas, quel est l'âge d'or qu'on a perdu, mais plutôt quelle est l'utopie qu'on veut construire, en fait, pour cette démocratie. À quoi elle ressemble, en fait, la démocratie, qu'on veut voir? Bah, tu viens de donner une indication, c'est, en fait, on veut une démocratie pas corrompue, où, les personnes qui nous représentent, ou en tout cas qui sont associées aux prises de décision, et ben, agissent pour l'intérêt général. Ben, moi, je signe, hein, je suis 100 d'accord avec toi. Mais ça, pour moi, c'est possible que si on n'a pas des espaces de pouvoir fermés, qui en fait sont aux mains de quelques-uns. Et donc, ça nécessite forcément de transformer à la fois un peu les institutions, mais la manière aussi d'accéder à ces mandats, mais aussi la manière d'impliquer ou d'associer les citoyens, la redevabilité de nos élus, la mesure d'impact, pourquoi pas la mesure d'efficacité aussi des politiques publiques, et puis aussi, enfin, avoir une base forte, en fait, qui se rassemble, qui se coordonne, avoir des personnes qui ont du courage, en fait, et qui n'ont pas peur aujourd'hui aussi de s'opposer à certaines choses. Enfin, je veux dire, quand on est au 20e 49.3 et qu'il n'y a pas de motion de censure, qui arrive à faire consensus au sein de l'Assemblée, en fait, je suis désolée, mais j'ai envie de dire, enfin, voilà quoi, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue de voir ces situations. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Désolée, c'est une réponse un petit peu, détournée. J'espère que tu m'en veux pas. Non, moi, on a des questions hyper simples pour toi là. On a une super question là de carte du copain carte du monde, qui nous dit: «C'est quoi la démocratie? Comment la définir?» Il y a plusieurs définitions. C'est Ah, clairement pas facile de dire qu'est-ce que la véritable démocratie? bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais en fait. Pour moi, c'est, la démocratie, c'est, un concept un peu absolu. Tu peux le prendre en mode, définition classique, mais moi ce que je disais, c'est que je veux en tout cas aujourd'hui, je veux caractériser la démocratie, dans laquelle j'ai envie d'être et de vivre, et donc pour moi, je veux qu'elle soit vivante, ouverte, continue, comme le dit,
Dominique Bourg. Enfin, continue, ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas aux urnes, qu'elle n'est pas en pointillé, ça veut dire qu'elle vit en fait dans chaque moment, elle vit dans la maison, dans la famille, elle vit dans l'entreprise, elle vit dans des associations, dans mes engagements, elle vit dans le quotidien, voilà, quand il faut refaire des travaux dans les écoles ou quand il s'agit de mettre en place des budgets participatifs, par exemple, mais ou de repenser tout simplement, pourquoi pas, la manière de faire de la politique au niveau local ou national. Enfin, voilà, il y a tout le temps pour moi et c'est pas forcément fatigant et c'est pas forcément prenant, mais par contre, ça doit être fait dans un temps aménagé, on l'a dit déjà tout à l'heure, ça, c'est ma conviction profonde. Donc pour moi, une utopie démocratique, c'est ça. Donc la démocratie, c'est ce qu'on a envie d'en faire aussi, quoi, et je suis pas la seule à devoir le définir, en fait. Pour moi, c'est important, et c'est ça la démocratie, c'est de dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a envie en collectif? Individuellement, il faut se poser la question, c'est important parce que nos valeurs, nos choix, nos engagements, nos convictions, elles nous guident en fait, elles nous font faire des choix, et elles nous permettent d'avoir, de l'impact. Je prenais un café ce matin avec, Arthur de 2030 Glorieuses, ça commence par moi, qui a développé un super jeu pour justement aider les personnes à se poser des questions comme ça sur, bah, en fait, où est-ce qu'ils ont envie, de commencer, quoi. Ben, moi, je me la suis posée cette question et du coup, bah, je veux une démocratie qui soit, juste, impliquante, qui nous permette de nous exprimer et pas juste une fois tous les 5 ans ou pas juste une fois tous les 6 ans, pour voter et élire des personnes qui ensuite n'ont aucun compte à me rendre. Ouais, bah, justement, quand tu parlais de des idéals un petit peu de démocratie, on avait une autre question qui fait sens avec ce que tu viens de dire. Tu as donné des exemples. Est-ce que tu as des exemples peut-être de sociétés sur lesquelles il faudrait s'inspirer, dont on devrait s'inspirer? Heu, oui, il y en a, mais je les ai plus en tête. Oui, oui, bah, en fait, bah, déjà au sein même du territoire français, en fait, il y a des villes, il y a des villages, en fait, qui sont très en avance, sur plein de choses et même des grandes, en fait, hein. Je veux dire, Annecy, il y a des listes citoyennes qui ont émergé, en 2020 et qui ont réussi à obtenir certaines mairies, dans certaines villes plus ou moins grandes, en fait, en France et qui, et ben, réussissent à mettre en place une cohabitation, entre plusieurs partis politiques au sein d'une même liste, qui réussissent à, associer, les citoyens aux prises de décision, et à la construction, de nouveaux modèles démocratiques, localement. Hem Et tout ça, c'est enfin ou qui voilà, qui juste ont à cœur de, protéger, la nature, l'environnement, de mettre au cœur, de leur projet, l'humain. Enfin, c'est encore une fois, sur un prisme, voilà, qui est celui-ci et on pourrait se dire: «Bah, en fait, moi, c'est pas du tout ça, la ville ou le monde, dont j'ai envie d'entendre parler». Mais, il y a aussi des sociétés matriarcales, qui sont hyper intéressantes et qui sont restées, assez, on va dire, primaires, dans le sens, intouchées et puis, protégées, en Amérique latine, hein, les Moros, je crois que ça s'appelle, MOROS, qui sont des sociétés, enfin, basées sur l'amour, sur la bienveillance, donc c'est encore une fois, hein, des utopies que moi je porte et que je défends, mais qui sont, peut-être pas celles que vous portez ou que vous défendez, donc je pense que c'est important de trouver aussi les modèles qui nous inspirent, mais je crois qu'on parlera après des livres à lire, que je vous proposerai qui en décrivent certaines. Mais, c'est vrai qu'en fait s'inspirer, des modèles moi je suis hyper mauvaise, je suis physionomiste, mais par contre je me rappelle jamais des noms et du coup je me rappelle pas Connais. du tout des villes en fait. Tu vois? C'est un peu perturbant donc cette question j'ai envie d'y répondre, mais je sais pas bien comment y répondre. Si vous voulez, je rechercherai après je vais les trouver sur internet et je vous les renverrai, ces villes, mais en fait en France, il y a plein d'endroits comme ça, si vous avez pas lu le bouquin de Rob Hawkins, lui il parle de ça s'appelle, What If, je crois, c'est ça? Il parle de justement, c'est un des premiers, il y a, je sais pas, 30 ans, à avoir, mis en place un modèle citoyen, quoi, hyper participatif, dans sa ville où il était maire et maintenant il fait plein de conférences partout. Il a écrit des bouquins, très inspirants. Très positif. En fait, pour lui, c'est, et si on arrêtait de penser avec des contraintes, en fait? Qu'est-ce que ce serait, quoi, le monde? À quoi ça ressemblerait? Et c'est comme ça qu'on invente aussi, en fait, les démocraties de demain et les nouveaux modèles. Mais c'est important aussi, je trouve, de voyager, de rencontrer, en fait, d'autres modèles. En 2016-17,
15. En 2015, moi, j'ai pris la voiture avec un copain et on s'est dit: «On va faire la France. On va faire toute la France en voiture et on va aller, je sais pas, d'écolieu en écolieu, de ferme en ferme, voir un peu, je sais pas comment les gens vivent, ce qu'ils ont comme autre mode de vie». Moi, j'étais fatiguée de ma vie à Paris et et en fait, ça à la fois, ça m'a un peu déçue pour plein de trucs, mais c'est pas le sujet aujourd'hui et en même temps, ça m'a un peu inspirée aussi, de voir, qu'en fait, il y avait plein de gens qui vivaient différemment aussi en zone rurale. Moi, je connaissais pas du tout ce milieu-là non plus et c'est vrai que c'est chouette aussi, même si je sais qu'on peut pas voyager autant qu'on le veut parce qu'en fait, il y a quand même, des limites, en termes de carburant et cetera, mais c'est quand même important, en fait, de voyager, de voir d'autres choses et d'aller à la rencontre de personnes qui, en fait, vivent différemment pour se rendre compte déjà que ça peut exister, et que ça fonctionne et ça fait un peu lien avec ce qu'on essaie de faire aussi avec Démocratie Ouverte et plein d'autres acteurs, c'est, raconter, en fait, raconter qu'est-ce que c'est, en fait? Comment ça marche la démocratie? Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Qu'est-ce que ça apporte de choses de concret? Parce qu'en fait, la démocratie, encore une fois, c'est un truc trop abstrait, pas du tout palpable, hein. Je te dis: «Bah, en fait, je travaille pour la démocratie». Tu es là genre: «OK, enfin, ça veut dire quoi, en fait?» Bah, ça veut dire au quotidien que, quand, il y a, des décisions qui me concernent, que j'y suis associée, que quand en fait on va, décider de, bétoniser ou de mettre des arbres dans la cour, de l'école de mon petit garçon, bah, en fait on va me poser la question. Mais ça veut aussi dire que, je sais pas si un jour, on doit envoyer, des gens à la guerre, peut-être qu'on nous consultera et qu'on mettra en place, des voilà, des groupes de discussion, pour pas que, comme dans les années, 60-70, en fait, on se retrouve à subir, en fait, quelque part, voilà, ce type de décisions, étatiques qui, ne sont pas suivies et soutenues par, la population. Ça évite qu'il y ait des frustrations, ça évite qu'il y ait des colères sociales, ça permet plus d'équilibre et d'équité, enfin, dans la société, quoi. Voilà. Je me suis perdue, je sais même plus où on était Non, mais partis, c'est mais bien, moi j'aime bien. On est sur la même longueur d'onde sur ces mais je suis une éléments-là pipelette, hein, je suis une grosse et pipelette. ah mais moi aussi, donc c'est pour ça que je suis sur Twitch, hein, parce que j'arrive à parler. Si on est sur Twitch et qu'on n'arrive pas à parler, je pense que c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est vrai. Heu, il y Voilà, je avait sais pas, désolée si ça a répondu aux questions, et ou moi pas, j'avais mais envie de t'en parler parce que là tu parlais des écolieux et cetera. Je te posais la question sur les modèles. Il y a un livre dans ce domaine-là qui a été fait, qui date un petit peu et qui date, de 75, qui s'appelle Ecotopia d'Ernest, Callenbach et j'aimerais bien avoir ton avis si ça serait un modèle ou pas? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être en avoir sur le bouquin? Je vais le montrer aussi à l'écran en même temps que tu me réponds sur la question, mmh, parce que je pense que ça peut être un bon point de ouais, départ. mmh, trop cool, merci de le citer, ça faisait partie des livres, c'est le premier en haut de ma liste, des livres Ah que bah je voulais parfait. vous donner tout à l'heure parce que, ça a été dans les premiers livres que j'ai lus un peu sur le sujet, mais du coup, il y a aussi évidemment celui, le manuel des transitions, bah, de Rob Hopkins, et il y en a d'autres d'ailleurs qui ont été écrits, des utopies, pour une fois que c'est pas des dystopies. Moi, je suis une grande fan de science-fiction aussi, donc j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup de livres de science-fiction. Heu et et bien, oui, c'est un bon départ avec, ses bons et ses mauvais côtés. C'est-à-dire, il est intéressant ce modèle-là, mais encore une fois, enfin, je trouve qu'après c'est les années 70 et tout, mais, hem, pour moi, il va pas assez loin, mais un peu comme un autre livre que j'ai lu, de je crois, Julien Tardif, Pont de Samaro, je crois que ça s'appelle. Hem, En fait, ça réutilise pour moi des choses déjà existantes. C'est-à-dire qu'on construit avec des choses qu'on connaît déjà. Certes, une réalité différente, donc ça, c'est plutôt cool. Plus connecté à la nature, plus connecté, aux autres, avec, effectivement, on va dire des tentatives de supprimer les espaces de pouvoir ou en tout cas la personnification, du pouvoir, mais en fait, quand on lit le livre, on se rend compte qu'il y a quand même les instincts qui reviennent, hein, c'est pas en fait, c'est pas tout rose, hem, ce monde, même s'il est censé, s'écrire sur, une utopie et cetera. Mais moi, ce que je me dis, c'est, est-ce qu'on est capable, en fait, d'inventer quelque chose d'autre? C'est un peu comme, aujourd'hui, quand on est coincé un peu dans cette espèce de, d'utopie, je suis désolée de l'appeler comme ça, mais ultralibérale, néolibérale, parce que c'est quand même une utopie pour plein de gens, hein, ce truc. Hem, Genre, on est bloqué, en fait, dans ces espaces de pensée-là et j'ai l'impression qu'on a du mal à, créer, idéer sur des nouveaux, modèles, quoi. Je veux dire, il y a pas beaucoup de livres, je trouve, qui ont été écrits et qui m'ont vraiment, transcendée en mode, «C'est fou». Mais par contre,
il y a un livre là que j'ai noté dans ma petite liste, qui s'appelle attends, je vais vous le dire parce que je voudrais bien savoir s'il y en a qui l'ont lu, mais il m'a bien intriguée. Ça m'a l'air d'être un truc justement qui dépasse un petit peu ce truc-là et ça s'appelle Vortex? Non. Hem, Liste. En plus, la couverture est trop belle, vous l'avez peut-être vu. Ah oui, Le livre oracle de Xavier Bouissou. Le livre oracle. Hem 2040, Paris, les cités HLM sont devenues des quartiers ultra gentrifiés investis par les néo-bobos biberonnés à la mythologie hip-hop des années 2010. Leurs enfants s'appellent Jean Bouba, ils mangent des grecs, bon bref. Et en fait, il décrit en fait une réalité alternative un peu comme ça. Et moi, je trouve que c'est ça dont on a besoin en fait. C'est tenter des trucs un peu fous, même qui partent un peu en vrille, pour arriver à un moment donné à quelque chose de complètement réalisable, quoi. On s'autorise pas en fait à rêver un truc vraiment fou. Mais Ecotopia, si vous l'avez pas lu, ça fait partie des livres que je voulais vous donner à lire. Donc oui, go. Lisez-le parce que ça ouvre des chakras si vous n'êtes pas sensible à ce à quoi pourrait ressembler une utopie. Mais je me dis qu'il y a... Enfin, je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas, par exemple, à jouer à 2030 Glorieuse ou à participer à des ateliers qu'ils organisent, parce que ça aussi, c'est pareil, ça ouvre vachement les chakras sur ces trucs-là. Je vous invite à peut-être à lire du coup des livres comme celui-là, le livre Oracle, ou à essayer, voilà, je sais pas, participer si vous connaissez Futur Souhaitable, aux ateliers qui font d'écriture pour se projeter dans le futur, penser à des trucs. Enfin, voilà, c'est un peu ça qui permet. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question sur est-ce que c'est une bonne base, mais oui, si je dois résumer en disant oui, c'est sûr que se connecter plus à la nature, se connecter plus aux humains et partager plus le pouvoir, moi, ça me semble être les premiers, on va dire les premières, pierres, mais c'est tellement évident et simple que je trouve qu'il faut quand même qu'on aille un petit peu plus loin, quoi. Voilà. Et très bien ça. Regardez, je connaissais pas du coup, je montrais pendant qu'on parlait le livre Oracle et je regardais le résumé, Ça a l'air gaulerie, non? Ça a l'air marrant. Ah ouais, les enfants s'appellent Jean Bouba et ils mangent des grecs betteraves sauce J'adore. yuzu. C'est très bien, très bien. Pourquoi pas, hein? Pourquoi Non, pas? mais voilà, il y a un petit côté un peu cynique, critique, tu vois. J'aime bien ce Mmh. truc-là aussi. Parce que, en fait, il y a un truc aussi, je trouve, derrière la démocratie, derrière ces sujets qui est lourd, quoi. Qui est lourd, qui est chiant, qui est pas marrant. Parce qu'en fait, c'est grave. C'est grave, en fait, si on n'a plus de démocratie. C'est grave si on va vers un modèle autocratique, comme c'est le cas, en fait, dans certains pays en Europe et dans plein de pays dans le monde. Il y a quand même, genre. Je sais pas, 20 ou 30 pays, je crois, qui sont considérés encore en démocratie, voire en démocratie passable, hein. Nous, on est en démocratie passable, pour info, sur l'observatoire, je sais pas comment il s'appelle, l'observatoire qui classe les pays. Donc, quand tu dis sur 250 pays, 200, je sais pas, il y a quoi, 270 pays, c'est quoi le Ouais. nombre? Un truc dans le genre de 150 pays, qu'il y en ait 30 ou 40, même pas, qui soient considérés comme démocratie, ok, ou démocratie passable, c'est quand même pas réjouissant. Donc, je me dis, ça fait quand même pas de mal de temps en temps de mettre un peu de folie, un peu de cynisme, un peu d'humour aussi dans ça et dans la manière de penser nos utopies futures, parce qu'en fait, c'est chiant le militantisme déprimé, faut arrêter, avec le truc du martyr et cetera, même si, on est d'accord, c'est un peu dur parce que c'est des sujets qui sont lourds. Je l'ai dit au début, hein, moi aussi quand je rentre le soir, je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée parce que ça avance pas, parce que ça marche pas, parce que les mecs qui dirigent aujourd'hui, ils s'en fichent de ce truc-là. Ça les intéresse pas, ils y croient pas. Et voilà, mais nous, on doit pas perdre espoir, en fait. On doit inventer, on doit utiliser l'art, on doit utiliser, l'art et le beau pour essayer de se sortir de ces trucs-là, je pense, On parlait et même raconter que des belles histoires. 193 pays sont reconnus par l'ONU peut-être. Ah voilà, merci. Voilà. Voilà, c'est ça. Heu, Donc, tu vois, ça fait un ratio un peu bof, hein. ouais et tout à l'heure, on avait aussi quelque chose qui disait justement que la démocratie, c'était compliqué justement, donc c'est bien d'avoir ce genre d'éléments et même je te disais que c'est pas ça, même je sais que sur d'autres indicateurs, par exemple sur la culture politique, on est extrêmement mauvais, la culture politique. C'est fou. Mmh, La connaissance en fait du citoyen moyen, de la politique, des partis politiques, la mmh. différenciation entre chacun, de qu'est-ce que, veut dire être de gauche, de droite ou qu'est-ce que est, les républicains et cetera. On est extrêmement mauvais dans ce bon j'ai plus de tête le chiffre, mais je sais qu'on était à 6 quelque chose comme ça sur 10 Ouais, qui est non, mais extrêmement faible. carrément. Mais en On fait, a c'est fou parce qu'on est vu en plus, pardon, hein, je finis juste une phrase vas-y. pour réagir à ça, mais en fait, on est quand même vu comme un pays, politisé, quoi. Je veux dire, les Français sont, machin, mais en fait, on confond, heu
grognon avec politisé quoi, avec, conviction. On est de moins en moins, je trouve, un pays de conviction et ça, moi, ça me rend un peu triste, mais je suis sûre que ça peut changer. Vas-y, pardon, tu avais une question? On disait que la note de la France est de 8,07 sur 10 en 2022, ce qui fait qu'on intègre les démocraties pleines, et en 2021, note était de 7,99, donc démocratie imparfaite. Ouais, voilà, c'est ça. Merci pour la précision. Précise le chose. J'avais plus en tête le On chiffre a un chat exact. de qualité Ouais. avec un intervenant de qualité qui est dedans, alias Carte du Monde, qui analyse géopolitique de son état, donc il s'y connaît bien sur ces sujets-là. On avait une Trop question fort, merci. qui était partie tout à l'heure, qui était un petit peu en rapport avec ce qu'on a dit. J'essaie de le retrouver. Ah oui, c'est ça. On parlait notamment de la personnification du pouvoir et très lié à la notion de propriété. Dans Ecotopia, ça fait du Mmh, sens. La propriété, cette vaste notion mmh, d'appartenance à un groupe, un lieu, milieux sociaux. Je suis d'ici, toi tu n'es pas d'ici, ruraux, néo-ruraux. N'est-elle pas un frein pour la mmh. démocratie? Alors, ah ah! C'est une bonne question. Hem, un frein, hem, dans le sens où, ça ralentit, oui. Un frein dans le sens où ça stoppe, non, pour moi. Donc ça dépend comment tu conduis ta voiture, si tu conduis une voiture. Comme un kéké, de quartier ou pas, mais sous-entendu, en gros, oui, ça prend du temps, de mettre en place un système démocratique, de qualité, sain, parce que, ben, ça nécessite de discuter, de s'aligner, de décentraliser, de penser, les étapes et cetera, d'associer. Ça veut pas dire que, ça doit être chiant, ça veut pas dire que, ça doit être pesant, ça veut pas dire que ça doit être, voilà, trop prenant. Et ça veut pas dire que c'est l'inertie et l'immobilisme, en fait. C'est aussi ça, quoi. Moi, je veux qu'on désassocie le fait de se dire: «En fait, quand on fait participer les gens, quand on demande leur avis aux gens et cetera, en fait, ça bloque, ça critique, ça bouge pas, ça avance pas, on prend jamais de décision, on se met jamais d'accord et cetera». En fait, il y a des méthodes qui permettent, de prendre des décisions à plusieurs. Il y a des méthodes qui permettent de co-construire, en fait, des projets, collectifs et cetera. Hem C'est juste qu'on les utilise pas ou qu'on les utilise pas très bien, en fait. Ou, qu'on les a peut-être pas adaptés à, la grande échelle ou au contraire, peut-être qu'en fait, il faut pas le faire à grande échelle et qu'il faut le faire au niveau local et que c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc, hem, un frein, hem, seulement si, en fait, on n'utilise pas correctement, la voiture, quoi. C'est c'est notre maison, en fait. C'est notre maison, la démocratie. C'est ce qui est au-dessus, en fait, de nous. C'est ce qui organise la société, le choix, de fonctionnement de notre société. Hem, mais au milieu de ça, il y a plein d'outils, quoi, qu'il faut utiliser. Donc, il y a, à la fois des institutions, et des organisations ou en tout cas, des lieux de, discussion, d'échange, de prise de décision, de pouvoir et cetera, qui doivent exister. Il y a des manières de consulter, de délibérer, d'animer, voilà, de faire discuter et cetera et puis, il y a, voilà, hem, ouais, tous les sujets, de choisir les sujets sur lesquels on a envie d'avancer. Donc, moi je pense vraiment, que c'est une question d'organisation. C'est comme les gens qui disent: «J'ai pas le temps». En fait, on a plein de temps, juste on fait des choix. Donc là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est genre sur quoi on fait des choix, pour que ça marche ou pour que ça nous convienne, quoi. Je montrais pendant que tu parlais, là, les indices français sur la démocratie, liberté de la presse, et que ça. À la France, on n'est pas si. Il y a pas mal de pays qui sont devant nous, hein. Liberté de la presse, Ah ouais. on est 32e, par exemple. Voilà. Et Non, mais c'est un vrai sujet. sachant qu'on est en situation plutôt bonne, mais on tend vraiment par. On n'est pas loin de problèmes sensibles, hein. Mmh. Ah, c'est 25 et on est à 22. Voilà, voilà. On, Voilà, voilà. on est dans la fourchette haute, mais on n'est pas loin de la fourchette moyenne quand même, hein. Et Mmh. on est le moyen haut, on va dire. Ok, bah avec ces éléments, est-ce que tu. Quoi? Reprenons la méthode. Des choses rigolotes dans le chat. Je les Tout à vois l'heure, pas. on n'a pas parlé peut-être des acteurs peut-être qui essayent justement de mettre en place des solutions, des outils.
pour les citoyens, pour remettre la démocratie au devant de la scène, pour permettre aux citoyens d'avoir plus accès à cette démocratie. Et comme tu le disais si bien au début, c'est pour avoir cette démocratie plus pleine, entière et ouverte. Ah bah, il y en a plein. Donc, juste en quelques mots, démocratie ouverte, c'est une tête de réseau, c'est un réseau en fait, qui rassemble un certain nombre d'acteurs, des collectivités, des citoyens, donc lambda, des militants, des chercheurs, des élus, des parlementaires, des, pros, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent sur le secteur de la démocratie, de la par exemple, je sais pas, il y a des entreprises qui ont des outils pour faire de la consultation, citoyenne et cetera, et les associations. Donc c'est hyper large. Mais on n'est pas donc au sein même de cet écosystème, en fait, il y a des centaines, des milliers d'acteurs qui, en fait, travaillent sur, tous ces sujets-là et ça va de, des acteurs comme, Tous élus, qui font de la formation politique, mais aussi tous les acteurs qui se sont développés autour de ça, l'Académie des futurs leaders, le Collège citoyen, Open Politics, et les structures qui, autour de ça, accompagnent, je sais pas, les candidats, font de la formation des élus, le tremplin, quartier général, et cetera. Donc tout l'écosystème un peu de la formation, et de manière plus élargie de ceux qui luttent contre la discrimination, pour la représentation en politique. Il y a tous ceux qui vont aller plutôt sur la sensibilisation à voter, qui va travailler sur la malinscription et sur le fait de participer aux élections, des Bacteurs qui va faire vivre aux jeunes ou à toute personne d'ailleurs qui a envie de vivre une expérience de qu'est-ce que ça fait quand on délibère sur une loi le temps d'une soirée, tu deviens toi aussi en fait un député. C'est génial, d'ailleurs si vous l'avez jamais fait, je vous invite à aller tester ce jeu vraiment hyper cool. Cité des chances qui dans les lycées pendant un programme de je sais plus combien, plusieurs années, va faire vivre plein d'expériences démocratiques en fait aux jeunes, aux lycéens pour leur donner ensuite envie de faire naître cette conscience citoyenne quand ils ont le droit de vote. Déjà que ça commence par aller voter, puis ensuite s'impliquer dans des instances de direction. Puis il y a au-delà de ça, des gros acteurs qui coordonnent aussi un peu comme Démocratie ouverte des écosystèmes, le mouvement associatif qui a plein d'acteurs en son sein et qui est aussi hyper concerné par les libertés associatives et tous ces sujets. Le pacte du pouvoir de vivre, qui, un peu comme Démocratie ouverte, rassemble plein d'organisations de plein de bords, d'ailleurs écologie, sociale, lutte contre la corruption, etc. Ils s'organisent pour plus de démocratie, parce qu'en fait, la démocratie, c'est un peu la mère de toutes les batailles, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas de changement écologique, il n'y aura pas d'évolution sociale, on ne va pas continuer à défendre le droit du travail des salariés, etc. Si en fait, on ne met pas en place de la démocratie, d'ailleurs, on le voit, hein, le 49.3, il est bien utile pour prendre des décisions bien pas démocratiques. Ça, c'est un exemple hyper concret, et je trouve qu'enfin, on commence à l'intégrer comme tel, c'est-à-dire la démocratie, c'est pas une cause, c'est pas une bataille, c'est la base de tout qui permet ensuite de se battre et d'avoir réellement le pouvoir et d'avoir réellement du poids, en fait, un contre-pouvoir citoyen sur les différentes causes. Et donc, en fait, il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas de justice sociale, il n'y aura pas d'évolution, on va dire, de société, si on n'est pas sur une base démocratique, sous-entendu, si possible, ouverte, participative, transparente, avec de la coopération, qui permet d'associer les citoyens à la définition des règles, en fait, de redéfinition des règles de société, parce qu'aujourd'hui, la crise, elle est sur la démocratie représentative. On a une crise de la démocratie représentative aujourd'hui, parce que les personnes qui nous représentent ne nous représentent pas très très bien, voilà, et ne nous représentent plus de manière très enfin pas toutes en tout cas, globalement, et puis aussi, enfin, on a quand même un modèle un peu chelou, quoi. On élit un président, puis derrière lui, il choisit un gouvernement, puis en fait, il les change un peu comme il a envie, mais un peu qu'il a envie. Nous, on n'a aucun moyen de contrôle là-dessus. Hem, voilà, ils sont où les KPI, quoi? Ouais, ah, ça, on peut se poser des questions. Et peut-être sur cette. On parlait des acteurs, comment toi tu vois l'évolution peut-être de cette démocratie? Est-ce qu'on tend vers une société plus démocratique? Est-ce qu'on voit des outils démocratiques? Ou Mmh. alors on se retrouve pas face à un mur où on régresse? Comment tu vois les évolutions? Ouais. En fait, on voit enfin, je trouve que c'est un peu cyclique, mais ça fait partie des lectures que je vous donnerai, tout à l'heure. Moi, je me suis hyper intéressée à la un peu la culture des années, soix enfin, entre 50 et 70 parce qu'en fait, il y a eu pas mal de transformations, enfin, sociales, qui sont opérées et surtout, il y a eu beaucoup de mouvements, du peuple, de la base,
qui ont émergé et qui sont pour moi les premières formes d'action, politique, de désobéissance, civile. Il y en avait d'autres avant, je connais pas et là pour le coup s'il y a des gens plus experts, n'hésitez pas. Hem on a quand même vu émerger, dans d'autres pays et puis ça a quand même, arrivé en France, hein, pas mal de mouvements, comme ça, un peu plus militants. De plus en plus, moi, ce que j'observe, c'est que le monde démocratique ou en tout cas du militantisme, de l'activisme et cetera, il se déstructure dans le sens, il va pas vers de la structuration en mode association et cetera. Il reste plutôt sur du mode, collectif, voilà, groupement, parce qu'en fait, c'est plus simple, parce que c'est aussi un moyen, d'agir sans être, trop repérable. Donc c'est ça que je vois déjà dans les premières évolutions sur ta question. C'est, quelque chose qui est plus organique, des actions quand même, non violentes, mais beaucoup plus terrain qu'il y a certains moments. Mais c'est bon, voilà, c'est aussi que, hem, ça enfin il y a une évolution parce qu'il y a aussi un ras-le-bol. Il y a eu quand même les gilets jaunes et je pense qu'il y a eu un peu un avant, un après pour en tout cas pour nous, notre époque, de ça, de prise de conscience de en fait, il faut quand même continuer de faire des actions, politiques, dans la rue. Hem, on a, des mouvements comme Extinction Rébellion, enfin voilà, qui font plein de choses et le bruit qui court, qui utilise l'art, le théâtre, qui fait de la performance artistique pour en fait cacher aussi du militantisme derrière. Donc c'est des moyens d'agir et de faire passer des messages, quoi. Puis il y a toutes les occupations, quoi, des ZAD et compagnie, qui sont des manières de quelque part de faire de la politique et donc de faire vivre la démocratie. Hem mais ce que je vois, est-ce que c'est plus ou moins démocratique? Bah, en fait, moi, j'ai l'impression on resserre la vis, en fait. Mais ça depuis quelques années que ça se resserre. La vis, elle se resserre au niveau de l'État. Il y a de plus en plus de défiance, mais aussi liée à la méconnaissance, enfin, je pense, de ces mouvements. Hem, Peu d'écoute. Avant Macron, hein, les associations, et les groupements d'associations avaient quand même une oreille, en fait, hein, au niveau, du gouvernement et du chef de l'État, étaient quand même reçues, régulièrement, même si là, elles sont pas reçues, mais je veux dire, elles avaient un espace quand même, d'écoute et ça a changé. Ça, c'est vraiment et ça, c'est des gros acteurs qui sont habitués de ces endroits-là, qui le disent, en fait. Je les cite pas pour pas, pointer du doigt un truc, mais qui en gros, qui font ce retour-là en disant, en fait, il y a eu un switch, quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises, plutôt les startups, plutôt les PME qui sont reçues ou en tout cas qui ont un espace d'écoute que, les acteurs de l'association, de la société civile. Heu, Pourtant, c'est quand même eux qui portent en fait aussi, une grosse partie, des revendications et donc qui ont une voix qui doit être entendue quoi, d'un point de vue, organisation démocratique. Donc moi, je sens quand même qu'on recule énormément sur ça, que les libertés associatives, avec, la nouvelle loi séparatiste, elles sont en train de reculer aussi et ça fait aussi très peur à des gros acteurs, dont Démocratie Ouverte, hein, clairement. Et puis, enfin, il y a au final c'est marrant, mais une espèce d'incompétence un peu aussi, quoi. Incompétence et inconséquence de la part, des personnes au gouvernement, notamment. Donc je ne parle pas, hein, des assemblées et cetera, mais vraiment du gouvernement, heu, qui quand même, ne laisse rien présager de bon, quoi. Quand on place, comme ça de ministère en ministère, toutes les 3-4 mois, des personnes différentes, sans trop réfléchir à est-ce qu'elles ont les compétences, est-ce qu'elles ont une vision? En fait, non, il y a pas de vision. Il y a pas de vision politique, il y a pas de vision, démocratique. Donc bon, naviguer à vue comme ça, enfin, je sais pas, c'est toi qui me diras, moi je suis pas capitaine, mais ça me semble pas être, une très, très bonne idée, quoi. Surtout quand il s'agit, en fait, d'avoir un projet de société, quoi, long terme. Donc c'est ces évolutions-là, moi, je trouve qu'elles vont pas dans le bon sens. Ce qui me rassure, par contre, c'est de voir que, les énergies, du terrain de la base, en fait, elles sont là et elles se structurent et elles se coordonnent et qu'en fait, vraiment là, je vois depuis, quelques années, de plus en plus, en fait, entre acteurs, on se rend compte qu'on doit, en fait, se rapprocher, se coordonner. Il y en a encore plein qui se tirent dans les pattes, ça, c'est sûr, mais en fait, de plus en plus, quand même, on est en train de se coaliser, de se rapprocher, de discuter, de coordonner, des actions et des opérations et je pense que ça, c'est vraiment positif parce que, parce qu'en fait, il faut montrer, en fait, une force, une base, un front, commun, quoi, global.
Mais avant ça, il faut s'aligner sur une vision du monde. Il faut s'aligner sur, des objectifs communs et donc, réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de faire société ensemble aussi, quoi. Voilà Hein, et voilà, il faut discuter pour ça. essentiel. D'ailleurs, je sais pas si tout à l'heure, tu as parlé du tu fait une métaphore de voiture. Je sais pas si tu l'as toujours en tête, ta métaphore de voiture. On nous posait la question, comment on fait du coup pour, les sans permis? Quels sont les outils qui s'offrent à eux? Je sais pas qui seraient les sans permis, en l'occurrence, peut-être les personnes qui sont pas encore sensibilisées. Je sais pas si c'est ça que tu Ouais, je voulais dire? pensais plutôt ça, hein, je sais pas. Hem, N'hésitez pas c'est à ça. préciser dans le chat, hein. Heu, ouais, pour ça que je pose la question de la clarif, mais du coup, hésite pas à me dire si c'est précisé. Quels sont les outils? C'est une bonne question. Hem, il y a, heureusement, des espaces sur lesquels on peut aller, s'informer, donc enfin voilà, Démocratie Ouverte en fait partie. Ils ont ce qu'ils appellent une déothèque, dans laquelle il y a plein de ressources sur, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comme expérience démocratique, comment est-ce qu'on peut mettre en place ça, dans sa ville, dans son quotidien, il y a une petite mallette, d'animation, d'apéro démocratique, à dispo donc je pense que ce qui est chouette, c'est d'essayer de voir mais ça, c'est pas facile, d'essayer de comprendre, en fait, quels sont un peu les grosses orgas qui ensuite peuvent, te donner une entrée vers, les sujets qui t'intéressent, quoi. Donc, enfin, en gros, dans les ressources, hein, des gros sujets comme ça, comme la démocratie, tu vas avoir le pacte du pouvoir de vivre, Démocratie Ouverte, le mouvement associatif, qui sont un peu les gros sujets. Hem et puis après, enfin, enfin, je veux dire, il y a plein d'acteurs, quoi. Tout dépend un peu de là où tu as envie de t'impliquer. La première question à te poser, c'est quoi la cause que tu as envie de défendre? Comment tu as envie de t'impliquer? Quel temps tu as? Si tu me dis: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est, le plaidoyer et cetera», je vais te dire: va vers, la Ligue des droits de l'homme, va vers, Vox Public, qui font du plaidoyer, va vers, Amnesty International», tu vois? Si tu as envie, de plutôt, travailler sur, comment, je sais pas, comment est-ce qu'on, sensibilise les gens à aller voter, lutter contre la malinscription ou le côté, plutôt représentation, diversité, va voir tous élus, va voir à voter. Enfin, tu vois? En fait, c'est difficile de dire, où sont les outils parce qu'il y a pas de boîte à outils et c'est là tout le problème. C'est qu'il y a pas un site sur lequel c'est répertorié, quoi. Genre, voilà tous les trucs en fonction des différentes causes. Mais ce qui compte, c'est de parler avec des gens qui, comme moi peut-être, tu vois, ont une vision même parcellaire, quoi, mais de la situation et qui peuvent, en discutant avec toi, te dire: «Ben, voilà, ça, toi, tu as envie de faire ça, c'est ça qui t'intéresse, ben, tu devrais parler à telle, telle personne». C'est exactement comme ça que ça s'est passé dans ma vie, en fait, hein. Moi, je suis tombée par hasard, sur ces différentes structures. Un jour, j'ai dit: «J'ai envie d'aller en politique». J'ai essayé de contacter les partis politiques. Ça m'a pas plu parce que c'était vraiment pas mon type de voilà, d'ambiance ni de fonctionnement et j'en ai parlé à un vieil ami, qui a fait sa bosse, dans les organisations, qui a plus de 60 ans maintenant et qui m'a dit: «Ben, tu devrais aller voir Tous élus» et c'est comme ça que j'ai atterri chez Tous élus et tu vois, enfin, en fait, de fil en aiguille, hem, tu finis au bout d'un moment par construire, en fait, un petit peu aussi ta connaissance et ton réseau de connaissances. Pour info, je sais plus, mais je crois que Démocratie Ouverte, ils avaient fait aussi une cartographie un peu des acteurs, de la démocratie. Ça doit pouvoir se retrouver en ligne, cartographie, acteurs démocratie. Enfin, tout dépend un peu de là où tu as envie de t'impliquer, tu vois? Mais en tout cas, enfin, mes coordonnées sont, je pense, dispo, si tu as envie qu'on en discute, c'est avec plaisir. Et bien sûr, en tout cas, ouais, sur dit c'est vrai qu'on est on nous dit justement que tu sais exactement ça que tu as répondu, c'est ce genre de personne qu'il y avait. Mmh. On avait une question un peu plus ouverte sur, la démocratie. C'est est-ce qu'on a des exemples d'évolution politique sociale uniquement de manifestations dans la rue, sans action supplémentaire? Est-ce que, du coup, en gros, l'action de manifestation, parce qu'on en parle souvent, a une implication, une conséquence directe? Ouais. Ben, oui, oui, carrément. Enfin, en fait, les gilets jaunes, hein. Ça c'est la dernière en date, c'est les gilets jaunes. Mais, mais avant ça, enfin, mai 68, c'est ça aussi. Avant ça, les mouvements, tu vois, des années, on va dire des années 50, 60, pour, hem, la guerre, du Vietnam. Enfin, en fait, il y a des ça marche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a
on a quand même laissé un peu, dériver, on va dire le cadre de l'État, enfin, qui, aujourd'hui, je trouve, ça n'est que personnel, peut-être, failli un tout petit peu à sa mission de protéger quand même, ses administrés, quoi. Voilà, bon, je ne veux pas rentrer dans le débat, c'est quand même un débat épineux et c'est pas mon sujet et franchement, j'ai pas envie de me frotter à ce truc-là parce que voilà, mais juste je le dis quand même parce qu'on en parle. Hem, donc oui, ça a marché par le passé. Ça a marché, est-ce que ça marchera encore? Je ne sais pas. Mais par exemple, ben, si ces sujets-là vous intéressent, il y a des orgas qui croient que ça va fonctionner, genre Extinction Rebellion, genre Le Bruit qui court, qui sont sur des actions, j'en cite 2 comme ça, hein, parmi, plein qui existent. Hem, Ils croient à ça. Ils font des actions, c'est Occupy, Wall Street, c'est ça, I Boycott, on faisait des actions aussi terrain devant les banques, enfin la le tous ces groupes. Moi, j'ai été côté iBoycott uniquement, j'ai pas été dans les autres, mais je connais très bien Le Bruit qui court et Extinction Rebellion aussi, puisque j'ai plein de personnes autour de moi qui sont impliquées là-dedans. Hem, ces structures-là, elles défendent ce mode d'action-là, et elles obtiennent des choses. Elles obtiennent des choses, donc il y a aujourd'hui encore des moyens d'agir, de cette manière-là. Ce qui compte, c'est toujours de se poser la question, c'est-à-dire toi, en tant qu'individu, où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie? Comment est-ce que tu as envie d'agir? Est-ce que tu as envie d'être sur le terrain et donc plutôt sur des actions, non violentes, hein, en l'occurrence, là, artistiques, non violentes, militantes, activistes? Ou est-ce que tu as envie d'être plutôt sur, je sais pas, de la transmission de savoir, de compétences en faisant, du coaching, de la formation, de l'accompagnement, des personnes, tu vois, marginalisées pour qu'ils accèdent à de l'information, à des mandats politiques ou j'en sais rien, juste, peu importe, à d'autres sujets. Ou de la sensibilisation sur les sujets, par exemple, écologiques, zéro déchet, enfin voilà, je sais pas, c'est des questions très personnelles, en fait. Il y a pas une bonne manière de faire. Ce qui compte, c'est comment vous vous situez, en fait, par rapport à ça. Mais en fait, l'engagement, c'est un peu un processus, enfin, long, quoi. C'est pas un truc, tout d'un coup, tu te réveilles un jour et tu te dis: «C'est là que j'ai envie d'être», ou de m'impliquer. Moi, ça me prend grave de temps, en fait, depuis toutes ces années, je me pose des questions, je réoriente. Il y a des fois, c'est le sujet de l'alimentation, durable, puis ensuite, c'est l'inclusion sociale, puis ensuite, c'est, la participation citoyenne. Enfin, on navigue, en fait, aussi dans ça. Hem, mais je suis d'accord, c'est toujours un peu la question qu'on pose, c'est-à-dire c'est comment tu trouves l'info, tu trouves la cause? Enfin, moi je pense que ça part d'interpersonnel, de discussion. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis franchement faites-moi un message si vous avez envie d'en parler, on prend, 10 minutes, pour essayer de voir un peu ce qui vous touche. Je t'ai partagé la boîte à outils, de Démocratie Ouverte, pour info, mais il y a aussi, je pense à un truc super, Terre de lutte. Une autre super boîte à outils que j'adore, qui s'appelle voilà, la boîte à outils, ça c'est pareil, c'est, boîte à outils pour aider les causes locales à se faire. C'est une super asso qui défend, qui accompagne les projets, de citoyens qui se mobilisent contre des projets écocides ou, qui vont à l'encontre de l'environnement, voilà, de la protection, des espèces, tout ça. C'est super. Il y a une super, site de ressources. Mais si vous allez aussi sur, je crois que c'est, Ligue des droits de l'homme, Vox Public, ils ont aussi pas mal de ressources. Si vous avez envie de vous saisir de sujets un peu comme ça, de plaidoyer, il y a toutes les coordonnées, sur Greenpeace aussi. Enfin, il y a plein de coordonnées de tous les élus, pour que vous puissiez leur envoyer des lettres. Commencez par vous abonner. En fait, ouais, 1er conseil, commencez par, identifier, peut-être le sujet ou les 2 sujets, 2-3 sujets qui vous portent, voilà, intérêt et identifier, quelques structures associatives qui sont rattachées à ce sujet-là. Abonnez-vous à leur compte. Et vous allez commencer à recevoir de l'information et donc là, vous allez commencer à nourrir un peu, en fait, comment dire? Votre intérieur, militant. C'est déjà une action, en fait, hein, de s'informer. C'est pas du tout passif, hein, de lire, de s'informer, c'est intégrer de l'information. C'est la première chose qu'on doit faire avant d'agir, en fait. Donc, il faut accepter aussi qu'on n'est pas tout de suite dans l'action, peut-être. C'est ça qui est pas toujours facile parce qu'on voit de l'urgence et donc on a envie d'aller vite. Moi, j'ai tendance à dire, prenez votre temps aussi, pour, bien identifier l'endroit où vous avez envie d'être et puis comment vous avez envie de vous impliquer, quoi. Et ben, pendant de toute façon que tu parlais, c'est de montrer différents outils.
mentionne et je mettais les liens dans le chat aussi. Les gens qui sont intéressés par ça et qui ont envie de chercher, en fait, trouver quelle est l'action qui leur correspond le plus, quel est du coup l'élément qui leur correspond le plus. Et prendre le temps de trouver peut-être déjà la thématique, comme tu dis, l'association peut-être qui est en rapport avec cette thématique, et les moyens d'action qui nous définissent, hein. Il y en a qui la mobilisation, il y en a qui préfèrent le soutien du coup Mmh. écrit, il y en a qui préfèrent le soutien d'aller directement dans l'association. Bref, je pense qu'il y a toujours une méthodologie, il y a un moyen de soutenir une cause, de défendre une cause, de la façon qu'on souhaite. Ouais et puis il y a l'échelle aussi, c'est-à-dire est-ce que tu as envie d'être au niveau local, au niveau national? Et puis si tu as pas le temps, est-ce que tu peux donner de l'argent? Enfin, en Mmh. fait, soutenir Non, financièrement une structure, c'est aussi, un acte, militant, en fait. Voilà. il y avait une question justement, oui, justement, on a Ouais. pas parlé de tous les sujets, mais on dit: «Que font-ils justement pour les violences faites aux enfants ou personnes fragiles, par exemple? Est-ce que c'est ciblé écolo ou alors il y a des choses dans ces domaines-là, par exemple?» Hem, ouais, carrément. Alors je pense que, par exemple, tu vois, l'UNICEF, probablement, ils doivent avoir un un programme, mais tu as aussi, si tu parles de tu vois, des enfants et que tu es plutôt intéressé par, la partie, migrants exilés, tu as des associations, comme, Singa, comme la CIMAD, qui traitent aussi, tu vois, des difficultés que des enfants d'arrivée des enfants sur le territoire, après avoir traversé des crises climatiques ou autres, ça répond pas à la question? Je vois ton non, Si, si? si, si, non, mais ça me fait rire parce que Ah oui, pardon. tu citais Singa, en fait, et ça me fait rire parce qu'on a fait en juin dernier, j'ai fait un événement caritatif pour Oxfam. On a récolté des fonds pour Yes. le Sahel, en fait. Mmh. C'était un live, en fait, c'était un live IRL où on était tous dans les locaux avec plusieurs streamers. Et en fait, il y avait Benoît Hamon qui était présent, Et ouais, boss à bah oui. Singa. Et en fait, j'ai fait un JDR politique avec Benoît Hamon là-bas. Et du coup, c'était assez rigolo parce qu'on avait échangé. Du coup, il m'avait parlé Mmh. de Singa, justement, de qu'est-ce qu'il faisait, justement. Et JDR politique était en rapport avec ça, avec justement des immigrés qui arrivaient en France, qui du coup, il y avait aussi les changements climatiques. Et on devait se sortir de cette situation qui était entre arrivée d'immigrés dans un village, plus réchauffement climatique, donc désertification. Enfin bref, c'était un super thématique. C'était un JDR politique thématique écologie, citoyenneté. Et on avait fait ça du coup avec Benoît Hamon et Jean Massier par exemple. Et Mmh. très intéressant, donc ça fait juste sourire en fait. Trop bien. Bah, voilà, enfin, je donne des exemples, mais comme ça, parce que juste, tu me parles des enfants, bah, voilà, je pense à UNICEF, je pense à ça. Mais ça pourrait aussi, heu, je réfléchis, il doit aussi y avoir, tu vois, oui, il y a aussi, je sais, des associations, c'est souvent plutôt lié à parfois des tu vois, soit des paroisses ou quoi, mais qui, aussi, travaillent avec, ben, les orphelins, par exemple, ou les pupilles, de la nation, donc, si c'est ce sujet-là qui t'intéresse, ben, il faut creuser un peu autour de ça et se dire, bah, quelles sont les organisations, qui, répondent à cette cause-là? À quelle échelle j'ai envie d'être? Quel type de mission ou d'action j'ai envie de mener? Et en fonction de ça, du coup, d'aller chercher, une première expérience et en fait, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de tester et de changer. En fait, c'est pas un truc que vous signez avec votre sang, quoi. L'engagement, c'est un truc vivant, encore une fois, c'est un truc mouvant. Vous pouvez très bien vous engager, sur, une structure et en fait vous rendre compte que ça vous correspond pas pour quelle que soit la raison d'ailleurs. Et donc, bah, changer, aller faire une autre expérience ailleurs. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est, en fait, quand on est bénévole, on est quand même libre, même si je vous recommande, si vous prenez des engagements et des responsabilités, de les respecter pour le bien-être de toute personne dans une équipe bénévole, qu'elle soit salariée ou bénévole d'ailleurs. Mais encore une fois, personne ne vous en voudra jamais de partir en fait, de dire bah, ça ne me convient pas en fait ce truc-là et d'aller chercher ailleurs. C'est le début d'une longue quête hein, en fait. Dès qu'on met le doigt dedans, après, bah, en fait, vous allez naviguer toute votre vie avec des baisses de régime, des moments où vous aurez plus envie d'être engagé, des moments où vous aurez envie d'en avoir 4 en même temps. Et changer de thème, changer d'échelle. C'est ça aussi qui est voilà, qui est chouette, je trouve, dans l'engagement, c'est qu'il y a quand même une grande liberté d'action encore aujourd'hui. J'espère que ce sera toujours le cas, par la suite et des formes d'engagement, en association, en petite association, en collectif, en voilà, en groupe. Il y a des fois où il n'y a pas besoin d'avoir une structure pour avoir,
quelque chose de super structuré. Enfin, je pense à Ma Voix, qui était un collectif qui a jamais été une association, qui s'est monté en gros en 2015 et qui a, pour les élections législatives de 2017, tiré au sort, plein de personnes pour qu'elles, représentent en fait la population à l'Assemblée nationale. Donc c'était une expérimentation de démocratie directe qui était tentée, à ce moment-là, en disant: «Bah, en fait, ces personnes-là, elles voteront ce que les gens veulent voter». Donc elles représenteront, ce que la population française veut, voter. Donc si on a, je sais pas, 10 députés, comme ça, à l'Assemblée, les 10, ils feront une consultation à chaque projet de loi. Alors c'était utopique, on est d'accord, hein. À chaque, projet de loi, ils feront une consultation et en fonction de ce que dira la population française, ils voteront, oui ou non. Bon, ou s'abstiendront. On n'a pas réussi à faire élire de personne. Mais ça restait un truc super structuré sur le territoire. Il y avait des dizaines de milliers de personnes impliquées là-dessus, et avec une charte graphique partagée, avec, un ADN partagé, avec, des réunions, des trucs et cetera. Des affiches, on a eu toutes les mêmes affiches, des chartes, des papiers, des tracts. Donc à vous de choisir aussi tu vois, le mode d'organisation qui vous convient, quoi. OK. Bon, on te remercie déjà pour tes réponses. J'avais une question que je trouve hyper pertinente justement sur ça. Tu disais, bon, parler de l'engagement, de on peut s'engager de façon différente, sélectionner son association en fonction de la thématique, et cetera. On disait, il y a eu tellement de détournements d'argent public dans les associations que maintenant, par exemple, j'ai plus confiance à donner mon argent, mon temps dans une association, et que ça serve réellement. Ou comment je fais, même si je sais qu'il y a des gens sérieux, comment on fait pour trouver les bonnes associations? Comment on fait pour savoir, vers lesquelles s'investir? De tourner, quoi. Ben, ouais, ben, j'ai pas la réponse. Une manière de choisir, c'est, la recommandation. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les très grosses associations, elles ont, on va dire, elles ont un peu pignon sur rue. Donc en fait, elles ont, des recommandations, des avis, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a des articles qui en parlent. Enfin, en ce moment, ce qui se passe chez Greenpeace, enfin voilà. Donc, c'est facile pour les grosses structures de savoir, si c'est cool ou pas, globalement, puisque tu as plein de gens qui en reviennent. Une option, ça peut être de dire, «Je t'ai capté, sur LinkedIn, que tu étais engagé dans telle structure. Enfin, tu vois, est-ce que tu as quelques minutes à m'accorder? Moi, j'ai envie de parler d'engagement». Enfin, quelqu'un qui est engagé, que tu contactes pour lui demander: «Est-ce que je peux parler avec toi? Est-ce que tu peux me raconter un peu enfin, tu vois, comment c'est ton engagement dans cette structure et tout?» Enfin, franchement, ce serait hyper bizarre qu'ils te disent: «Non, enfin, j'ai pas envie de te parler» ou «J'ai pas le temps, de t'expliquer», quoi. Donc et si jamais il te dit non, tu pourras te faire une idée peut-être sur le type de personnes qui sont dans ces orgas, même si on est d'accord, faut pas faire de généralité avec, des cas individuels. Donc en fait, il y a pas de recette miracle. Encore une fois, on peut pas, savoir comme ça. Il y a pas un tu vois, il y a pas un glace d'or des associations, qui dit, c'est lesquelles les plus stylées. Par contre, c'est quand même facile pour les grosses structures voilà, de trouver de l'info ou de trouver des militants avec qui discuter. Et sinon, en fait, ça se fait un peu hem, par le pouvoir de la recommandation, quoi. Enfin, parce que tu discuteras avec des personnes qui sont engagées dans telle ou telle structure et qui te diront: «Franchement, viens, c'est trop bien». Il y a rien de mieux que ça, quoi. Qu'aller, en fait, t'engager dans une asso avec des gens que tu connais et que tu aimes bien. Parce que le militantisme, ça peut pas être juste d'être attaché à une cause. C'est aussi, de trouver du lien, social, de passer un bon moment, de se faire des potes parce qu'en fait, si tu as pas ça, tu tiens pas dans la durée. Donc il y a du détournement de fonds publics, mais ça, c'est pour les grosses structures parce que t'inquiète que les fonds publics, ils vont pas aux petites structures. Enfin, demande, demande au flot de l'histoire, est-ce qu'ils touchent des subventions publiques? Enfin, moi, chez Tous Élus, on en a quasiment jamais touché. Enfin, on a touché des montants ridicules, genre, 1 000 €, 2 000 €. Enfin, tu vois, c'est pas nous qui touchons les fonds publics, c'est pas les petites structures. Donc c'est les grosses, il y a toujours des abus. Ça aussi, tu le sais parce qu'en fait, ça devient public au bout d'un moment. Donc voilà, faut pas s'arrêter au fait que, il y a effectivement des structures qui abusent et qui font scandale. C'est pas parce qu'il y a un nom, global qui est taché, par des comportements de dirigeants, par des comportements, de corruption et cetera, que, les antennes locales ou que les bénévoles au sein, tu vois, de ces antennes ou de ces groupements locaux, sont de mauvaises personnes et pas tu vois? Et pas des personnes investies ou engagées pour l'intérêt général. Donc voilà, j'ai envie de dire soyons indulgents, avant de juger, mais on est d'accord, c'est aussi un warning, c'est aussi une petite alarme qui s'allume si tu vois qu'en fait, ben, il y a du détournement d'argent public, il y a, de la maltraitance, du harcèlement, des abus sexuels, des trucs, bon voilà, des trucs, un peu nuls, et vraiment pas cool, qui se passent dans ces organisations.
c'est sûr que ça donne pas, envie d'y aller, ça, on est d'accord. Mais, moi, je privilégierais enfin, en tout cas, mes engagements, moi, ils ont commencé au niveau local. Il y a des sites qui sont pas mal, Transiscope, il y en a d'autres, hein, transiscope.org, hem et puis après, sinon, vous avez des sites pour commencer, comme, Je veux aider, heu, Tous bénévoles, Bénénova, qui sont des endroits où vous pouvez vous inscrire dans un cadre, protégé. Bon, peut-être pour les premières fois, si vous ne vous sentez pas vous-même de contacter directement une association, mais d'aller, par le biais de structures de confiance, hem, dire: «Je suis disponible 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 1 heure par mois» et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça et en fait, vous faire «placer» entre guillemets, tu vois, mise en relation par un intermédiaire de confiance. Donc je peux vous les relister si vous voulez, si tu veux les noter. Oui, oui, bien Heu, sûr. donc je vais ouais, Je rappelle aussi, Bénénova, on a un petit heu, sondage en ce moment en cours sur le chat, et justement ah, sur votre avis sur la démocratie en France. J'y crois, j'ai confiance. Bof, j'attends un renouveau. Tous les mêmes. Autres, heu, dans le chat. Voilà. Donc n'hésitez pas à voter, hein, pour savoir, votre avis sur la démocratie en France, où est-ce qu'on en est. hop, je te les ai tous mis. OK. Hop, donc c'est Day One, Bénénova, Pro Bono Lab, Tous bénévoles, Je veux aider et après sinon par vous-même, vous pouvez chercher, sur Google, vous tapez, association, enfants, association aide aux devoirs, association lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez le transiscope.org, Transiscope, comme ça se prononce avec un S-I-S-C-O-P, Transiscope qui répertorie, des dizaines de milliers de structures un peu partout. Ça s'appelle le portail web des alternatives. Donc pareil, vous pouvez mettre votre adresse dedans et regarder à côté de chez vous ce qu'il y a. Hem, c'est des moyens, soit vous allez, vous en remettre à une structure pour vous aider à trouver vos premières voilà, expériences et c'est très bien. Soit vous cherchez par vous-même et dans ce cas, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez posé enfin, vous soyez posé un peu la question de, «C'est quoi un peu les thématiques qui m'intéressent?» Et typiquement là, cette carte des alternatives, elle fonctionne. La carte de terre de lutte, où je vous ai envoyé les ressources là, lutte locale tout à l'heure, bah, c'est pareil, c'est une carte de plein de luttes locales, plutôt orientées sur, des groupes de citoyens qui luttent contre les projets, écologiques, un peu nuls quoi. Je sais pas, construction d'hypermarchés, donc ça c'est plutôt militant, activiste. Il y a Alternatiba, dans les associations qui coordonnent un certain nombre d'actions. Voilà, donc encore une fois, enfin franchement, c'est moi je sais pas, c'est trop dur comme question, je peux pas vous lister tous les toutes les pistes. Mais voilà, encore une fois, si vous avez, une petite idée de ce que vous avez envie de faire, je peux probablement vous recommander, des petites structures que je connais ou dans lesquelles j'ai été moi. Mais honnêtement, moi, genre, ça a toujours été un peu, aléatoire. J'ai tapé sur Google des trucs parfois, ou sur Ecosia. En l'occurrence, c'était plutôt Ecosia que j'utilisais à l'époque. Je tapais juste, je sais pas, heu, hem, justice alimentaire. J'avais tapé, association, agriculture. J'avais tapé un truc comme ça et j'étais tombée sur les Échos Charlie qui venaient de se monter, c'était même pas une association quasiment, et c'est une structure que j'ai rejoint et dans laquelle j'ai été pendant 4 ans, au conseil d'administration ensuite, où on a levé des fonds, pour, développer des antennes, à plein d'endroits en France, enfin, qui faisait de la récupération d'invendus alimentaires avec un modèle hyper, inclusif des bénéficiaires dans l'action, qui devenaient en fait bénévoles et donc c'était, une manière de ne pas stigmatiser en fait, les personnes qui avaient besoin d'aide alimentaire et ça, c'est un truc que j'ai trouvé comme ça, par hasard, enfin, en tapant sur Google, quoi. Hem et parfois, c'est juste qu'on m'a envoyé vers, des voilà, des structures. J'ai discuté, j'ai dit ce que je voulais et on m'a dit: «Bah, tu devrais aller là, tu devrais aller là». Voilà. OK. Bah, du coup, apparemment, le chat est partagé, Je sais hein, pas si ça aide. le chat pense qu'il y en a qui ont confiance et d'autres qui attendent un renouveau, donc je pense qu'on est un petit peu, bah, comme je disais, moi, la meilleure démocratie, c'est la démocratie pirate du chat, hein. Nous, on est une vraie démocratie. Si tout le monde peut voter pour tout, on peut voter pour les choix des et on peut voter pour le choix des abordages, on j'ai lancé une grande, liberté parce que moi, j'ai créé le chat un petit peu à l'image de la démocratie, pirate qui a été fait par Henry Morgan et Bartholomew Roberts avec le code de chasse-partie et puis le code pirate, où vraiment on a une grande liberté où chacun est sur un même pied d'égalité, donc on aime beaucoup. On avait une petite remarque sur ça. On disait que les gens, bah, se donnent un petit peu une image ou un genre en faisant quelque chose, mais qu'au final, quand on doit faire avancer quelque chose, bah, il y a plus grand monde, qui est présent, quoi.
alors ça c'est un peu dur de savoir, en fait, croire maintenant. Hem, je suis pas sûre d'avoir compris la question qui est sous-jacente Bah, tu sais, à on ça. voit moi, je pense que je vois Ce que j'entends là, c'est ouais, moi, vas-y. je vois la Mmh. question un peu, on voit souvent des gens qui vont se faire des dons pour des associations, qui vont s'engager, se dire qu'on est cette association. Au final, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui font ça pour la défiscalisation ou pour peut-être réduire les impôts ou ce genre de choses. On dit: «Oui, je suis dedans», et concrètement, en fait, il y a pas vraiment bon, c'était plus une remarque qu'une question, mais je trouve que c'était assez pertinent qu'on se dit que les gens, bah, quand on veut faire réellement les choses, je pense à la COP pour Dubaï, à Dubaï, là, qui se fait en ce moment, COP28, où on a de plus en plus de Mmh. lobbyistes, pour les ressources, enfin, pour les énergies, du coup, fossiles qui sont présentes. Même le président, de la COP à Dubaï qui déclare qu'en fait, il comprend pas l'intérêt, en fait, des énergies fossiles, en fait, qui sont pas responsables, du coup, du réchauffement climatique et ce genre de choses, qui fait vraiment une déclaration qui a quand même fait un peu sensation sur ce sujet-là. On dit: «Mais comment du coup on peut croire les gens quand on voit que derrière ils disent qu'ils sont engagés, mais au final, on a des gens qui sont, pour continuer de ce qui se». Ouais. Hem, En fait, c'est un peu ça notre problème. C'est-à-dire que, une grande partie des gens qui aujourd'hui ont le pouvoir et prennent les décisions, hem, ne sont pas alignés avec, nous. Mais nous, ça veut pas dire la majorité, hein, c'est ça qu'il faut aussi réaliser. Hem, je sais pas trop ce que j'en pense, mais moi j'ai quand même un peu l'impression malheureusement qu'on a quand même un pays, en France en tout cas, qui est quand même, plutôt majoritairement, conservateurs, plutôt, assez âgés, que de toute façon les personnes qui s'expriment, dans les urnes et qui sont du coup représentées par, les politiques, c'est plutôt, voilà, des personnes, avec des moyens, qui du coup représentent pas, le reste en fait, la base, ou les personnes qui en fait ont le plus besoin peut-être, hem de ces aides, de ces politiques, en fait, sociales, politiques et puis au-delà de ça, d'un point de vue plus macro, l'environnement, et puis, enfin, la pollution, l'alimentation, tous ces sujets qui sont hyper, transverses, quoi. Hem, Moi, ce que je crois, c'est que je suis pas sûre que ce soit sur une mauvaise volonté. Déjà, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui donnent de l'argent, même si c'est pour avoir un reçu fiscal, on est content. Enfin, franchement, c'est déjà bien parce que crois-moi, il y a pas beaucoup de gens et ça diminue depuis la suppression de l'ISF et de toute façon, ça diminue, depuis 2018. Il y a moins de gens qui donnent, en fait, aux associations. C'est vraiment le nerf de la guerre, les dons, parce que c'est l'indépendance. C'est l'indépendance des structures. Donc, en fait, même si la personne, elle le fait pour être, tranquille et aller au paradis, franchement, c'est pas grave, au moins elle le fait. Parce que moi, j'ai quand même plein de gens autour de moi qui ont plein d'argent et qui le font pas. Alors que ça leur coûterait franchement pas grand-chose de donner 2 € par mois, à une structure. Mais, s'il y a, 3 000 personnes qui donnent 2 € par mois à une association, en fait, en gros, elle a un budget annuel. Enfin, voilà. Donc ça a pas de valeur et c'est pas parce que l'intention supposée ou qu'on suppose derrière, qu'elle est pas, la même que nous, ou qu'elle est pas, tu vois, complètement dénuée d'intérêt et cetera, qu'il faut blâmer. Moi, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas de la culture du blâme, hein, sur ces trucs-là, même si je comprends la colère et je comprends la remarque, qui est posée dans le chat. Parce qu'en fait, ça peut être un peu frustrant, parce que quand nous, on arrive avec, nos intentions, bénévoles, machin, de dire: «Bah, en fait, voilà, c'est sans condition, l'engagement», de se dire qu'il y a des gens, en fait, qui le font, pour, satisfaire un besoin et cetera personnel. À la limite, moi, j'ai vraiment envie de te dire, je m'en fiche complètement de ce truc-là. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'action qui se passe, qu'il y ait des choses qui se passent, et qu'après derrière intérieurement chacun, trouve, tu vois, son besoin, physiologique, nourri, ben, à la limite, tant mieux, quoi. Mais ce que j'observe quand même, c'est qu'effectivement on n'est pas assez fort, on n'est pas assez nombreux et ça pour moi, je pense quand même qu'il y a une majorité de gens, les 99 comme on les appelle aux États-Unis, qui s on est quand même plus nombreux que ces gens-là qui, en fait, prennent des décisions et qui vont pas trop dans le sens de, la justice sociale, environnementale, plus de démocratie. Il faut prendre conscience, je pense, de notre force, de cette base qu'on est et il faut se rassembler, se structurer, s'organiser. En fait, c'est ça qui est important, c'est il faut s'organiser, se structurer, prendre conscience de notre force, se rassembler et là, en fait, il y a un moment donné, on va réussir. Tu sais, en fait, sortir tout seul du lot et avoir du courage tout seul, c'est hyper difficile, en fait. C'est ça aussi, quoi. C'est que, en fait, quand on est petit,
enfin, il y a un livre qui s'appelle, je sais pas quoi, Comment faire quand on est tout petit ou je sais plus le titre, j'ai vraiment un problème avec les titres, mais qui parle de ça, qui dit en fait comment on fait pour gagner une lutte, quand on est tout petit en fait par rapport aux autres gros. Ben, en fait, on se met ensemble, on se met à plusieurs. C'est pour ça que c'est important de s'allier, de se structurer, de se mettre ensemble. Hem et donc d'essayer d'éviter le plus possible d'avoir des actions en fait un peu, comme ça, sporadiques, enfin décentralisées, même si, on est d'accord, c'est important d'agir à plein d'endroits, mais de se coordonner, c'est la base. Pour moi, c'est la base de tout, quoi. Donc comment faire pour, contrer, ces personnes qui, en fait, s'en fichent un peu, qui ont le pouvoir? Ben, il faut se structurer, s'organiser et se rassembler beaucoup plus que ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais c'est le cas, à certains endroits. Et pour les personnes, qui disent, «Oui, oui, ça m'intéresse» et qui en fait s'engagent pas, ben, il faut essayer de comprendre ce qui ferait passer le pas et souvent, c'est le groupe, c'est d'être à plusieurs, de pas être seul. C'est pas facile en fait, hein, hem, de faire un pas en fait en dehors du groupe quoi et de dire: «Bah, en fait, non, moi je tape du poing sur la table, non, je m'affirme, non, moi je suis pas d'accord avec ça». Aussi parce qu'on a l'impression que parfois ces actions-là, en fait, elles ont pas d'impact, elles ont pas de résultat et ça franchement, mais moi j'ai traversé ces états-là, mais genre, plein de fois, enfin, juste on agit, c'est le burn-out militant ça, hein. C'est on agit et en fait on voit que ça sert à rien parce que ça marche pas. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises à un autre endroit qu'à l'endroit où on est en train de s'épuiser en fait, de mettre de l'énergie. Hem, mais c'est là où du coup, j'ai envie de dire, en fait, on s'épuise aussi parce qu'on n'est pas bien organisé, parce qu'on n'est pas forcément, bien rassemblé, parce qu'on n'a pas, priorisé peut-être aussi, là où on a envie d'agir, et de mettre de l'énergie. Donc ça, c'est un vrai gros travail. Mais c'est pas le travail forcément de l'individu, ça, c'est le travail pour moi de certaines organisations de la société civile. Et après, le travail des individus, c'est de répondre à l'appel. Pour moi, c'est aussi de se dire, bah, à l'appel intérieur, mais à l'appel aussi du collectif. Voilà. Merci pour tes réponses. On disait bah, justement que tu avais raison sur ces échanges. Et puis moi, je vais reprendre la chose. Les dons, c'est important. Donc si vous voulez aider le capitaine à financer son navire, vous avez un petit coffee pour lui permettre d'avoir un navire de qualité et avoir un stream qui ne lag pas. Donc voilà, c'est l'objectif de l'année. On aura un nouveau PC, un nouveau navire l'année prochaine. Donc si vous voulez aider aussi en financement, vous êtes les bienvenus parce que les dons permettent d'avoir des streams sans dons, pas de stream. Vous avez aussi, si vous avez Amazon, c'est moins cher que gratuit avec Amazon Prime. Vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement. Alors on va essayer d'enchaîner un petit peu parce que je vois le temps qui passe malgré nos échanges qui sont vraiment hyper intéressants. Quel est du coup, comment tu vois l'avenir de la démocratie? Comment tu vois la démocratie dans les prochaines années, 5-10 prochaines années? Comment tu vois son évolution? Vers quoi on s'en va? Ah, vers quoi on s'en va, pessimiste ou Ah, l'utopie? c'est vers Mon quoi on s'en rêve. va selon toi, selon ton avis? Selon mon avis, selon mon envie, on va vers, plus de local, hein, plus de pouvoir au local, hein, plus d'implication, des citoyens sur, des modes heu, d'assemblée, locale, et pourquoi pas, une espèce d'assemblée, tournante. Moi, en fait, j'en ai marre que tout soit centralisé à Paris. Maintenant, j'habite à Marseille, je me rends compte à quel point, en fait, tout le pouvoir est centralisé à Paris. Tout ce qui se passe, c'est à Paris. Les institutions clés, elles sont quasiment toutes à Paris et moi, j'aimerais que ça change. Donc, moi, déjà, ce serait un premier pas pour moi, ce serait qu'il y ait de l'itinérance, dans nos institutions pour permettre aux personnes qui sont justement éloignées géographiquement, on l'a dit, on en a parlé un peu, les zones rurales, les quartiers périurbains et cetera, et aussi les autres villes de France, enfin, qui sont en dehors de Paris, qu'elles puissent, vivre et se sentir «importantes» entre guillemets. Enfin, je dis pas que les villes se sentent pas importantes, hein, attention, ça n'est que moi qui parle là, mais voilà, qu'elles puissent sentir la puissance de la politique qui traverse en fait le pays, et que ce soit pas un endroit assis, bien au chaud. Moi, j'ai l'impression, honnêtement, hein, quand je pense, à la politique comme elle est aujourd'hui, moi, je vois un gros chat, bien lové là dans son gros coussin, tout doux là près du feu, tranquille, tranquille, on bouge pas trop. Mais c'est pas comme ça que moi je vois la démocratie. Je vois ça plutôt comme un grand train qui fait voilà, qui fait une grande boucle et le train il avance, un train électrique bien sûr avec des panneaux solaires. Heu, mais bon, enfin, je vois plutôt ça, de la décentralisation, de la participation au niveau local, de l'itinérance, pourquoi pas. Moi, je suis pas une grande fan du présidentialisme, donc
J'aimerais bien élire un gouvernement plutôt qu'un président ou une présidente. Donc j'espère voir évoluer les modes de scrutin et les mandats. Ça serait mon envie. Hem, Si je fais la version pessimiste, vers quoi on va? On va vers moins de droits, moins de droits social, moins de droits, moins de redistribution, plus d'incompétence, plus d'extrêmes, plus de polarisation, moins de débats, plus d'accaparation, des médias, voilà. Et donc, j'ai pas envie de parler de ce vers quoi je vois qu'on est en train d'aller, j'ai envie de parler de ce vers quoi j'ai envie qu'on aille parce que c'est en parlant de ça, en écrivant les scénarios qu'en fait, on se donne aussi, les premières petites pierres à bouger, les premiers petits cailloux qui doivent rouler, pour, reprendre l'image, qu'on a utilisée, le week-end dernier avec un petit groupe de travail sur ces sujets-là, la montagne en fait qu'il faut déplacer. Avant de déplacer une montagne, en fait, on déplace des petits cailloux quoi, des petits rochers. Donc cette utopie-là, faire évoluer les mandats, faire évoluer, la manière de faire de la politique au niveau local, de faire de la formation, de la sensibilisation, de ramener à l'intérieur de l'école, mais aussi dans les organisations, dans les entreprises, en fait. Ces méthodes, hem, moi, je crois que c'est ça qui va nous amener ensuite vers l'avenir, probablement de la démocratie. Avec démocratie ouverte, pour information, on milite et on défend, ce qu'on a appelé, nous, les états généraux de la démocratie. Qui a été repris en mots-clés par, le gouvernement pour les états généraux de l'information et les états généraux de la presse libre et cetera. Mais les états généraux de la démocratie, c'est de dire: «On veut que sur le territoire, il y ait du débat, il y ait de la discussion, au niveau local sur, ce que veulent les citoyens, pour les nouvelles pratiques démocratiques, sur les différents sujets, qui traversent en fait, notre société, l'écologie, le social, la justice, l'éducation, la santé», bon bref, et qu'ensuite on puisse mettre en place des conventions, citoyennes pour, mettre, autour de la table des experts, des citoyens tirés au sort, des acteurs d'intérêt, de la société civile, des entreprises, et qu'on puisse ensuite faire des propositions de mesures, par thématique, qui auront été co-construites de manière démocratique et donc qui répondront aux besoins du grand nombre en fait qu'on est aujourd'hui. Et voilà, et ce que je souhaite c'est vraiment ça, c'est qu'on arrive à croire que ces nouvelles formes-là sont possibles, parce qu'en fait, elles sont pas inatteignables, parce qu'elles existent déjà au niveau local à plein d'endroits, qu'elles ont été racontées, par plein de gens, et qu'en fait, il faut qu'on fasse ce travail aussi de raconter, de montrer, de rendre visible, de croire. Je sais pas si, pour faire boucler la boucle, Peter Pan, j'ai envie de finir sur ça. Voilà, les faits existent parce qu'on y croit. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène où ils disent, «Elles sont en train de mourir, il faut dire qu'on y croit et il faut le penser vraiment». Voilà. Eh ben, merci, je pense qu'on va conclure sur ça avant de te passer les questions de fin, parce que le temps avance vite. Avec une super échange, si tu fais des questions, c'est le moment de les poser ou jamais. Sans aucune transition aucune, est-ce que tu aurais une citation, mantra de vie qui te représente en rapport ou non avec le sujet du jour? Nous partager. Oui, enfin un mantra plutôt, mais c'est marrant parce que j'y ai repensé quand tu m'as posé la question. C'est une phrase que j'ai dite en 2000, en 2000, je sais pas, 17 je crois. On m'avait posé cette question et j'avais dit, «La meilleure façon de se plaindre, c'est d'agir». Voilà, je crois que ça me représente toujours. OK, merci. Est-ce que tu aurais peut-être une lecture à nous partager? Enfin, j'en ai plusieurs. Bon, j'avais Écotopia, mais sinon, pour vous inspirer, sur, la connexion à la nature, l'excellent Racines du ciel de Romain Gary. Pour, vous rattacher ou comprendre, l'évolution, d'internet et puis ses enjeux aujourd'hui, comme objet même, de discussion démocratique, une belle chronologie d'internet, Internet année 0 de Jonathan Bourguignon. Et si vous voulez vous replonger dans, les premiers ébats, pré, mai 68, aux États-Unis avec, les hippies, et puis, les mouvements de Freegan, de Free Food, les premiers rassemblements, et tout ce qui est, culture liée à l'engagement au militantisme, Ringo Levio, écrit par, de l'intérieur, hein, par, Emmett Gogan. Ça, c'est des livres qui ont vraiment changé quelque chose dans mon quotidien et dans ma vision. Moi, je suis hyper attachée, vous toi qui êtes attaché à l'histoire, vous qui êtes, sensible à ça, ces 3 livres,
qui, je trouve, qui raconte l'histoire et d'une manière hyper immersive. Et j'ajoute, parce que j'ai revu ce film il y a pas longtemps, un film R, H-A-I-R. C'est une comédie musicale sur les mouvements contestataires artistiques qui évidemment se mobilisaient contre la guerre du Vietnam dans les années 70, qui en fait font vachement écho à plein de mouvements, je trouve, qui renaissent aujourd'hui. Et le fait qu'on veuille réutiliser l'art pour amorcer ces changements démocratiques, faire avancer les causes sociales et environnementales. Et je pense que voilà, il y a plein de choses à apprendre de l'histoire comme mémoire, et analyser aussi, voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui a été important aussi comme mouvement, par le passé pour pas, refaire les mêmes erreurs Ah, et heu et pour s'inspirer. on est tout à fait d'accord, hein, ça démontrera de la chaîne, hein, c'est qu'on peut apprendre de tout le monde et que du coup, on a beaucoup de choses à apprendre de l'histoire. Peut-être maintenant, tu aurais peut-être un podcast à nous partager. C'est une bonne question. Je n'en écoute, jamais en fait, quasiment. J'ai un peu honte, mais c'est pas du tout un mode d'information que j'utilise. Donc, Oui, ben, si tu préfères, hein. C'est plus ce que tu non, veux. franchement, je pas trop, non. Non, vraiment pas trop. Désolée, je pêche un peu là-dessus. Je suis plus, livres et films que podcast et YouTube. Ok. Est-ce Désolée, j'ai pas préparé. que maintenant, tu aurais peut-être une personnalité historique, politique, vivante ou morte à nous partager, favorite? Je suis pas très, personne favorite, mais j'ai quand même noté. Ce qui m'embête, c'est que c'est 2 hommes encore et j'ai cité que des hommes aussi dans mes livres, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a 2 personnes que je trouve hyper intéressantes et marquantes. La première, c'est, une personne qui est rattachée à cette période justement là des années, 50, 60, qui s'appelle Tom Wolfe, qui est en fait le père fondateur ce qu'on appelle le nouveau journalisme, qui est un journalisme hyper immersif, au cœur même en fait de l'action. Donc il a voyagé, il a vécu, il a voyagé avec, des personnes, hyper importantes. Il a été avec Jacques Kerouac, enfin et tous ces personnages hyper importants, des années 50, qui en fait ont un peu initié la culture, ensuite hippie, et les révolutions un peu culturelles. Notamment dans Acid Test, si vous voulez le lire, c'est génial quoi, c'est vraiment génial. C'est du grand, grand journalisme et c'est surtout aussi de la grande littérature. Et la deuxième personne plutôt rattachée, à nos combats, on va dire, Saul Alinsky, qui est le père fondateur du community organizing et qui, je trouve, une personnalité hyper, inspirante et qui, en fait, a inspiré énormément les mouvements, dans lesquels je suis aujourd'hui et qui continue, je pense, de nous outiller de manière, vraiment, vraiment, importante et pertinente pour, les combats qu'on a à mener. Voilà. Et c'est le community organizing, je trouve que c'est un outil hyper puissant justement pour générer de l'engagement, et de la participation citoyenne. Voilà un peu mes 2 inspi. Ok, merci. Est-ce que Je te les maintenant, renote si tu veux. est-ce que tu aurais un conseil à donner? Faites-vous confiance et en fait, petit à petit, quoi. Y allez-y, allez-y petit à petit, faites-vous confiance, écoutez-vous, votre action, en fait, votre action, elle a de l'impact, même quand elle est petite, hem et elle est renforcée quand vous êtes en collectif, donc voilà, ne restez pas seul. Ok, merci. C'est beau, ça c'est en lien avec tout ce que tu as dit tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc moi, je vais remettre le lien démocratie ouverte avec idée. Où est-ce que les gens peuvent te Sur retrouver si tu veux en Démocratie savoir Ouverte, mais plus? sinon sur LinkedIn, sur Démocratie Ouverte, sur LinkedIn, voilà. J'ai pas un site, audreyfortassin.com. Mais j'ai pas non plus de chaîne d'animation et cetera. Mais par contre, enfin, je réponds, par mail, avec grand plaisir. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou sur LinkedIn, sans aucun souci, vraiment, sentez-vous libre, de m'écrire si vous en avez, l'envie ou le besoin. Ok. Est-ce que tu aurais non, quel est ton prochain défi? Ah! Et ben, mon prochain défi, c'est, savoir où je vais là. Je suis en phase de transition, je viens de finir mon job chez Tous Élus, donc je suis,
en période de construction, de reconstruction, d'introspection, d'analyse. Donc là, mon prochain défi, c'est, savoir où j'ai envie de mettre, mon énergie et avoir de l'impact. Donc c'est de trouver mon prochain challenge, en fait, simplement. Et ben, je vous Sans me remercie. laisser, happer par tous les engagements, pardon. Bah, du coup, en ce temps-là, je OK, remercie notre quel beau ami chapeau. Farid de Musset parce qu'on a l'occasion qu'il vient de resub sur la chaîne pour tes 3 mois. Merci beaucoup, le copain. Et bien sûr, on est démocratie pirate ici, donc ça va dans la caisse commune, ça va dans le chapeau du capitaine. Merci beaucoup pour ton soutien, des cœurs pour toi. Hop, on met les émoticônes cœur, attention, donc ça charge. Hop, elles arrivent. Merci beaucoup. Cœur sur toi, mon ami Farid. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait plaisir. Tu repasses du rang de moussaillon à celui de matelot. Merci à toi. Bon, dans les cordages du flot d'histoire. Qu'est-ce qu'on je disais donc ah oui, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter du coup? Non, à ajouter, rien, mais genre, ouais, enfin, super intéressée de savoir un peu, vous, comment vous voyez la suite, quoi? Qu'est-ce qui ou toi, qu'est-ce qui t'a est-ce que tu es satisfait, voilà, d'avoir, parlé de démocratie et est-ce que ça a inspiré, des envies d'engagement? Moi, ce serait mon bonheur de savoir que c'est le cas. Bah oui, mais ce qui est assez rigolo, c'est que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est arrivé dans le chat jusqu pour la fin, il te disait que notre titre, faisait écho, du coup, il disait quoi? Avec un Team 5 qui a été, d'Emmanuel Macron, qui apporte le même nom apparemment que notre titre de live du jour. Alors honnêtement, c'est totalement, fortuit et indépendant de ma volonté parce que je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un Think 5 d'Emmanuel Macron qui faisait, heu, penser à ça. Ah mais on se fait raid! Ah mais non! Mais non, mais non, incroyable. Attends, un petit shoot out. Alors pour toi qui ne sais pas ce que c'est, Audrey, peut-être que tu connais pas. En fait, on a un autre streamer qui est arrivé sur sa chaîne avec ses viewers. Donc merci beaucoup à vous pour le Ah! raid. Donc vous arrivez sur la fin en fait, donc c'est vraiment dommage. Donc je vous salue bien bas, merci à vous, d'être arrivés. Donc je vais représenter du coup ici justement on a une démocratie pirate. Tu posais la question Audrey. Donc toutes les règles sont inspirées notamment de la démocratie d'Henry Morgan et de Bartholomew Roberts, qui font que chaque personne d'abord, chaque viewer est un pirate et a les mêmes droits que le capitaine. Donc vous pouvez choisir les abordages, vous pouvez choisir en fait les sujets, vous pouvez faire des sondages. Enfin bref, j'ai lancé une grande liberté à toutes les personnes qui sont présentes. Donc bonjour à Don Quichotte qui renouvelle son abonnement aussi, mais merci beaucoup à Don Quichotte qui renouvelle son abonnement, merci à toi pour tes 6 mois, une demi-année. Merci beaucoup notre ami Don Quichotte, attention. Hop, bien sûr, ça va dans le chapeau du capitaine, merci beaucoup. C'est plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut à toi. Attends, je vais essayer de voir mon chat parce que du coup, ça fait bugger mon stream. Je vais me présenter rapidement. Du coup, on est en train de lancer un train de la hype. On est pas loin du train de la hype. Je dis ça, je dis rien. Le train de la hype, c'est quand les gens s'abonnent ou Je font des bits, lâchent des sous sur la chaîne. Ça lance un petit truc, un petit événement un petit peu spécifique à Twitch pour récompenser. On a des émotes gratuites en fait en fonction de ça. Donc je finis démocratie ouverte, je connais Hugo Perchoir, oui, il connaît parce que tu as peut-être fait une interview peut-être, Hugo, je ne sais pas. Merci Hugo, en tout cas gros cœur sur toi, on envoie des cœurs sur Hugo. On va présenter la chaîne rapidement pour ceux qui viennent. Ici on parle d'histoire, on parle surtout d'histoire politique, on a 94% du train de live, incroyable, vous avez lancé le train de live. Vous êtes des fous, merci beaucoup. J'envoie des cœurs pour Hugo tout de suite quand ça va bien lancer. En tout cas, ici, on parle d'histoire politique, on parle de géopolitique, on essaie de décrypter l'actu avec des articles scientifiques pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la société avec le prisme de l'histoire. Et comme aujourd'hui, on n'a que des invités de qualité pour apprendre de tout le monde. Parce qu'ici, on peut apprendre de tout le monde. Merci pour tes 5 bits, mon ami Hugo. Merci beaucoup, ça va dans la caisse commune. Et du coup, on essaie d'avoir des invités de qualité pour apprendre des choses. Et du coup, les prochains invités, j'annonce, ça sera la Zone Aéro, qui est un ancien officier et ingénieur de vol, pour parler de l'histoire de l'armée, de l'air. Et on aura Monsieur David Chantran, du coup, le 20 décembre à 19h, pour parler notamment du traitement de Napoléon dans la fiction, dans les œuvres de fiction, notamment avec le dernier live de film de Ridley Scott. Donc bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées dans le chat. Je ne sais pas si j'ai loupé de notifications entre-temps. Bonjour Red, est-ce que quelqu'un a dit des choses dans le chat? J'ai loupé. Hugo qui nous a aidé, merci beaucoup. Donc si vous aimez l'histoire politique, vous aimez la géopolitique, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow. Donc merci la zone héros pour ton follow. Ça fait plaisir. D'ailleurs, on en parle de la zone héros qui vient de nous follow. Voilà, on sera en live avec lui la semaine prochaine. Il faut qu'on définisse la date avec ça et on a lancé un petit train de la hype incroyable. Merci beaucoup pour ce
Super, train de la hype. Est-ce qu'on a une dernière question, allez, pour le chat? Dernière chose qu'on voudrait partager au chat avant de laisser Audrey s'en aller tranquillement. Est-ce que tu voulais partager quelque chose en conclure, Audrey? Bah, écoute, enfin, je pense qu'on a bien discuté, je le redis un peu, enfin, moi, je vois vraiment que donc la démocratie, c'est la mère de toutes les batailles, et en même temps que c'est un concept qui est hyper abstrait, donc sur lequel, je suis très consciente qu'on a besoin de sensibiliser, de vulgariser, de rendre aussi sensible, en fait, tout ça parce que ça reste des trucs qui doivent se vivre, en fait. Ça doit se vivre dans le corps, ça doit se vivre dans le quotidien et donc voilà, ce que je nous souhaite, peut-être que c'est la fin de l'année, donc on se souhaite des choses pour le début d'année prochaine, ce que je nous souhaite, c'est de trouver des manières de raconter, ces récits, ces histoires, ces réussites, ces combats, ces rêves, ces utopies dont on a parlé, pendant, presque 2 heures. Pour embarquer, en fait, le plus de monde possible, pour donner du courage, pour, se donner du courage à soi aussi. Et voilà et de l'argent. Je te souhaite de l'argent à toi pour continuer à faire aussi tes émissions, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, pour moi, c'est bon, je leur dis, il y a mes contacts, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de poursuivre les échanges, par la Ben, suite. ben, Merci beaucoup ben, pour votre écoute. voilà, merci à tout le monde. Je vais remercier encore une fois la Zone Hero qui vient d'offrir un sub aussi, du coup, à Nico. Merci beaucoup pour ton soutien. On est passé au niveau 2 du train live, donc encore une fois, je vous pète un gros cœur sur vous. Merci. Est-ce que les amis, vous avez un raid à suggérer? Parce que malheureusement, moi, il faut que je parte. Je ne pouvais pas pousser le live plus loin et Audrey non plus. Donc, est-ce que vous avez une suggestion, les amis? On se retrouve je ne sais pas quand parce que justement, moi, je suis hyper malade et j'ai juste fait ce live aujourd'hui avec Audrey parce que je voulais absolument le faire. Et après, je file directement chez le médecin. Et pour vous dire, j'ai médecin dans 20 minutes. Moi, je peux pas pousser plus. Sinon, le médecin, je vais pas pouvoir. C'est le dernier rendez-vous que j'avais. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Donc, ça va dépendre du médecin ce qu'il me dit. S'il me dit qu'il me met en arrêt, bah, il n'y aura pas de live, clairement. On va se reposer, je pense que ça va faire du bien. On aura juste les 2 prochains invités qui vont arriver, la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vous remercie encore beaucoup pour votre question. Peut-être en 2 minutes répondre. Qu'est-ce qui est primordial de savoir sur la démocratie? On devait retenir une chose, un élément. En 2 minutes. Ouais, Ah, en 2 un minutes. élément? Voilà. Ben, OK, ben, les valeurs qu'on a envie d'y rattacher. Voilà, comme ça, je vous laisse avec du travail. Quelles sont les valeurs qu'on a envie d'attacher à la démocratie? Voilà. C'est à quoi on a envie qu'elle ressemble, ça découle après de ça donc sur la démocratie, c'est le truc que j'ai envie de, voilà, vous dire. Ah ah, ça répond pas à ta question comme tu le voulais. Si, moi, ça répond à ma question. Je pense que les valeurs, c'est important parce qu'on a parlé tout à l'heure des valeurs de transparence, de participation, si je repère attends, on dit transparence, participation De et collaboration et collaboration. Voilà, c'est ça qui et étaient collaboration. les valeurs de la démocratie. Donc je pense que si on arrive à avoir ces 3 valeurs, c'est super. Je rappelle, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un follow si vous aimez l'histoire politique et la géopolitique et avoir des invités de qualité. On rappelle que les derniers invités qu'on a eu qui sont disponibles pour les matelots en rediffusion, on a eu l'ancien directeur du laboratoire du CNRS en histoire maritime qui ont raconté l'histoire de la navigation et de la marine française de la Royale. On a eu du coup le chef de service de la maison Jean Monnet qui est affilié au Parlement européen, ancien député européen espagnol. Ça a parlé du rôle du Parlement européen. Et aujourd'hui, on parle de la démocratie avec Audrey Fortassa. Donc on fait que du lien entre les différents. Merci encore pour les beats, du coup. Copain Don Quichotte, merci à toi beaucoup. Ça fait plaisir. Et du coup, bienvenue à Diablo qui passe du rond de Marin d'eau douce. Merci à toi pour le follow, du coup. À Djeboulette, merci à toi, ça fait plaisir. Passe du rond de Marin d'eau douce, à celui de Moussaillon, tu as ta carte, ta boussole, pour dire le cap. Les flots de la connaissance. Et on a fini le train de la hype. Merci à vous. On a fait 2 belles